Voici mon récapitulatif de l'anime Remonster. Si tu aimes mes récapitulatifs, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Nous faisons la connaissance de Kanata qui a vraiment fait une grosse erreur en sortant avec une folle. Et si ce n'était pas assez clair, les 30 coups de couteau l'ont achevé. Ainsi, Kanata obtient ce qu'il veut de la pire façon possible. Mais les choses ne s'améliorent pas pour lui dans sa prochaine vie non plus. Quand il se réveille, il voit ce vieux gobelin laid le dévisager. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il a été réincarné comme l'un d'eux. L'ancien lui donne un nouveau nom, Gaburoi. Puis le vieil homme enfonce un gros verre juteux dans sa gorge pour un supplément de protéines. Comme Gaburoi n'est qu'un bébé, il ne peut pas parler ni refuser quoi que ce soit. Le deuxième jour, il se réveille et se retrouve entouré par un groupe de bébés verts et laids. Il doit faire face à la réalité qu'il est aussi laid qu'eux. Il accepte le fait qu'il est mort et qu'il est maintenant coincé comme ce bébé faible et sans défense. Alors il passe le reste de la journée à pleurer la perte de son beau visage humain. Dès le troisième jour, il se rend compte que les gobelins semblent grandir plus vite que les humains. Mais cela ne change pas le fait qu'il soit toujours chauve. Au moins, il peut à nouveau bouger et parler maintenant. Donc même si ce n'est pas idéal, il décide de tirer le meilleur parti de cette nouvelle vie et de sortir pour affronter le monde. Au quatrième jour, les gobelins désormais presque adultes rencontrent à nouveau l'aîné alors qu'il leur tend un plateau de larves. Il les appelle des parasites, donc à partir d'aujourd'hui, ils doivent trouver leur propre nourriture. Gaburoi n'est pas vraiment ravi de manger volontairement des asticots, mais c'est de la protéine pure, alors il les dévore quand même. Après cela, il doit sortir dans le grand, vaste monde tout seul. En quittant la grotte, il voit un monde incroyable, avec toutes sortes de plantes et d'animaux qu'il n'a jamais vus auparavant. Il y a un autre gobelin qui le suit et il a peur comme pas possible parce que c'est la première fois qu'il est dehors. Alors Gaburoi essaie de le rassurer, disant que c'est aussi sa première fois à voir cet endroit. L'autre gobelin s'appelle Gobkichi, et même s'il n'est pas le plus malin, Gaburoi décide de faire équipe avec lui pour une raison vraiment importante. Il a des gènes costauds, donc il va aider à la chasse. Ils aperçoivent un lapin dans la forêt, alors Gaburoi envoie Gobkichi le poursuivre de front. Le lapin commence à s'enfuir, mais c'est parti du plan. Gaburoi s'est installé dans un arbre voisin. Dès que le lapin était à portée, il a sauté et a brisé la colonne vertébrale du lapin avec un bâton. Cette stratégie de chasse est super efficace, mais une fois qu'ils attrapent le lapin, Gobkichi commence à devenir gourmand pour plus de viande. Alors Gaburoi doit lui remettre les idées en place et montrer qui est le patron. Après lui avoir donné une bonne leçon, Gaburoi commence à préparer le lapin pour leur dîner. Il casse le maïs et après l'avoir vérifié, il se rend compte qu'il peut en faire une arme décente. Juste à ce moment-là, il voit cette notification dans sa tête et il ne sait pas du tout quoi en penser car l'ancien ne lui a jamais donné de tutoriel à ce sujet. Mais avant qu'il ait le temps d'y réfléchir davantage, Gobkichi est complètement remis et prêt à dévorer sa part de viande. Gaburoi cède et sort la viande, et Gobkichi dévore ça avec une grande gratitude. Le cinquième jour, les deux poursuivent leur stratégie de chasse et Gaburoi a réussi à utiliser la corne de lapin comme arme. En prenant une autre corne du lapin, il reçoit une autre notification dans sa tête, mais il n'est toujours pas sûr de ce que cela signifie vraiment. Il s'assoit pour manger un morceau de viande, mais dès qu'il en prend une bouchée, ses yeux commencent à briller en bleu et il découvre qu'il a acquis une compétence d'évasion du lapin. Tout est devenu clair pour lui maintenant, car il se souvient que dans sa vie antérieure, il avait cette capacité rare appelée absorption, qui lui permettait d'avoir une chance d'absorber les compétences de tout ce qu'il mangeait. Même s'il a toujours l'absorption, il semble que toutes les autres capacités qu'il avait acquises auparavant ont été réinitialisées parce qu'il était dans un nouveau corps. C'est quand même sacrément chanceux qu'il ait pu garder un pouvoir. Donc il est content de la tournure des événements puisqu'il y a plein de monstres qui rôdent dans la forêt qu'il peut manger pour gagner en puissance. Dès le sixième jour, Gaburoi a déjà commencé à attirer les filles avec sa viande incroyable. Elle est complètement étonnée qu'il ait réussi, avec Gobkichi, à attraper ses lapins cornus, alors que d'autres sont morts en essayant de faire la même chose. Et puisqu'elle a vraiment des cheveux, cela a confirmé que les gobelins peuvent avoir des follicules, mais Gobelin 1 et Gobelin 2 sont juste complètement chauves. Gobelin numéro 1 demande si elle veut participer à leur chasse du lendemain, et elle est ravie de l'offre, mais le septième jour, il a tellement plu qu'ils doivent reporter la chasse. Comme il n'a rien d'autre à faire, Gobelin 1 décide de jeter un œil à ce qu'ils ont caché, car il n'y est jamais allé auparavant. Mais il n'est pas prêt pour ce qu'il va découvrir. Il trouve un groupe de femmes humaines détenues comme prisonnières, ce qui prouve simplement que Goblin Slayer a eu raison depuis le début, même dans ce monde fou. Il essaie de l'ignorer et passe son temps à fabriquer une arme à la place.
Puis, le gobelin aîné nommé Goblin Jai s'approche parce qu'il remarque que Goblin 1 a une étrange motivation à survivre. Il pense que Goblin 1 pourrait monter de niveau plus rapidement que prévu à ce rythme. Goblin 1 ne savait même pas qu'il y avait un système de niveau ici. Alors Goblin Jai lui a dit de tapoter son front pour qu'il puisse le voir. Après l'avoir fait, Gobelin 1 remarque que l'ancien est actuellement au niveau 86. Et Goblin Jai mentionne que si vous atteignez le niveau 100, vous pouvez évoluer vers un être supérieur. Cependant, les gobelins vieillissent si rapidement que même si Goblin Jai est seulement dans la vingtaine, il a l'air très vieux. En partant, il dit à Goblin 1 qu'il verra à quoi ressemble un hobgoblin évolué lorsque les jeunes prometteurs reviendront du village. Mais quelque chose ne semble pas correct à Gobelin 1. Le lendemain, il fait beau, alors Gobelin 1 part chasser avec les deux autres. Ils travaillent ensemble comme de vrais pros, considérant qu'ils ne sont là que depuis une semaine. Goblin 2 assure en tant que soutien, Gobelin 1 s'occupe des affaires à distance, et Gobelin 3 mène le chemin à l'avant. Ils peuvent obtenir une grande quantité de viande, et Gobelin 2 est ému aux larmes en prenant une bouchée à cause de la viande si épaisse et juteuse. Le gobelin 1 prend également une bouchée et apprend une multitude de nouvelles compétences grâce à cette viande de serpent. Le lendemain, ils continuent de chasser. Mais le 11e jour, ils font l'erreur stupide d'entrer dans une grotte inconnue. Ils se retrouvent face à une énorme nuée de chauves-souris vampires. Ils commencent à prendre leurs jambes à leur cou pour s'enfuir. Mais les chauves-souris sont trop rapides. Alors Gobelin 3 et Gobelin 1 décident de rester en arrière et de les affronter. Au début, ils sont submergés, mais ensuite Gobelin 1 utilise son talent de maléfice pour immobiliser tous les chauves-souris. Avec les chauves-souris pétrifiées, ils avancent et les tuent toutes. Après cela, ils se régalent de leurs cadavres malchanceux, et Gobelin 1 acquiert de nouvelles compétences fraîches en mangeant cette viande de chauve-souris, comme l'écolocalisation, la résistance au venin, et même le Covid-19. Alors qu'ils continuent à manger comme des rois, certains des autres gobelins les rejoignent, affamés, et tout ça parce qu'ils sont trop bêtes pour chasser eux-mêmes. Cette nuit-là, les idiots essaient de passer leur frustration sur lui, comme si c'était sa faute ou quelque chose. Ils pensent que c'est lui qui a un problème, mais en réalité, c'est eux. S'ils mettaient la moitié de l'effort qu'ils mettent à essayer de trouver de la nourriture, peut-être qu'ils ne mourraient pas de faim tout le temps. Mais ils ne réalisent pas que Gobelin 1 a cette capacité de recherche, donc il peut les sentir venir. Il se bat en retour, et même s'il ne cherche pas vraiment à tuer quelqu'un, il se trompe dans le calcul de la quantité de son venin à utiliser, et l'un des gobelins attaquants se retrouve mort. Il s'en fout parce qu'il veut toujours leur donner une leçon pour avoir essayé de l'assassiner. Mais ensuite, Gobelin 2 arrive, et même Gobelin 1 a pitié d'eux après ce qu'elle leur fait pour avoir attaqué son précieux Gobelin 1. Le lendemain, ils repartent chasser et prévoient une attaque coordonnée. Lorque s'occupe de ses propres affaires quand le Gobelin 3 lui lance une pierre en plein dans l'œil. Alors qu'il est aveugle comme une chauve-souris, le Gobelin 3 se précipite. Lorque le repousse avec sa pioche, mais juste après, ses doigts sont écrasés par une autre fichue pierre. Ensuite, ils vont de l'avant et abîment ses genoux avec une massue. Le Gobelin 1 l'achève en le poignardant plusieurs fois à la tête. Une fois cet orque mort, il dévore de la viande. Mais comme ils en avaient encore beaucoup, Gobelin 1 a décidé qu'il devrait tout ramener à la grotte car il avait quelque chose à faire. Une fois qu'ils ont ramené toute cette viande en trop, Gobelin 1 rassemble tous ces gobelins affamés et leur dit qu'ils peuvent manger autant de viande qu'ils veulent. Au début, ils hésitent, mais un par un, les gobelins tombent à genoux et commencent à dévorer la délicieuse viande de Gobrois comme des cochons. En les regardant, Gobrois pense à comment il n'aurait jamais aidé les gens de cette façon dans sa vie antérieure. Mais peut-être que renaître a changé plus que juste son corps. Cette nuit-là, après que tout le monde a été assommé, Gobrois était allongé en essayant de faire de même. Mais cette foutue notification dans sa tête ne s'arrête pas. Ça continue de dire qu'il a dépassé le niveau requis, alors il va bientôt évoluer en hobgoblin. Mais il n'y prête pas attention car il est trop fatigué. Le lendemain matin, des choses bizarres se passent lorsque Gobrois se réveille et voit qu'il a l'air différent maintenant. Il est tout confus sur la raison pour laquelle son apparence a changé du jour au lendemain. De plus, il ressemblait beaucoup plus à son ancien moi avant de se réincarner. Et surtout, il n'est plus chauve. La même chose arrive aussi à Gobkichi, et Gobmi, même si elle reste la même, adore le nouveau look de ses amis. L'ancien vient voir de quoi tout le bruit parle, et il est carrément choqué de découvrir que Gobrois et Gobkichi ont évolué alors qu'ils sont nés il y a à peine 2 semaines. Gobkichi attire l'attention de Gobrois et dit qu'il veut tester à quel point il est devenu plus fort, mais la chasse ne suffira pas à le satisfaire. Alors il veut se battre avec Gobrois lui-même. Gobrois est prêt pour le défi, donc les deux se dirigent pour commencer leur match.
Ils commencent à boxer dans la forêt et Gobkichi est définitivement beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant. Mais il manque toujours de compétences de combat pour abattre Gobruwa dans un combat. Gobruwa esquive les coups et lui balaye les jambes. Gobkichi admet sa défaite et félicite Gobruwa pour être si fort. Mais Gobruwa lui reconnaît aussi du mérite car en matière de puissance, Gobkichi est plus fort que quiconque ici. Juste à ce moment-là, Gobruwa entend des bruits de loups au loin et il peut dire que quelque chose de mauvais va bientôt arriver. Il appelle Gobmi qui se cachait à proximité pour les espionner et lui dit qu'elle devrait aller chercher l'arbalète qu'ils avaient fabriquée plus tôt car ils vont en avoir besoin bientôt. Les loups pourchassent un groupe de lapins en bas de la colline et une fois qu'ils ont fini de tous les tuer, ils se tournent vers leur prochaine cible sans méfiance, un pauvre orc essayant juste de faire son propre truc. Cet orc commence à courir mais ces loups ne le laissent pas s'échapper si facilement. Ils continuent à le poursuivre jusqu'à ce qu'ils l'attrapent et le déchirent en morceaux. Gobruwa et Gobkichi regardent cette scène et pensent que ces loups seront les adversaires parfaits pour tester à quel point ils sont devenus forts depuis leur évolution. Gobruwa envoie un signal à Gobmi pour commencer à tirer sur ces loups avec l'arbalète. Et une fois le chef éliminé, Gobruwa et Gobkichi se précipitent et commencent à écraser ces maudits loups. Sans leur alpha, les loups n'ont plus de coordination, ils ont donc pu en finir rapidement et ont massacré chacun d'eux. Seul le loup chef est encore debout, mais même lui va céder aux blessures qu'il a reçues. Quand il s'est effondré, Gobruwa s'est avancé et a ouvert grand la bouche. Prenant une énorme bouchée de ce loup, ça lui donne des compétences supplémentaires, y compris en leadership. Gobruwa ramène le reste des loups morts à la grotte et informe les autres gobelins qu'ils peuvent se régaler autant qu'ils veulent. Mais à partir de maintenant, il s'attend à ce qu'ils attrapent leur propre nourriture. Ils n'ont pas confiance pour cela, alors ils tombent tous à genoux et supplient Gobruwa de leur apprendre à chasser par eux-mêmes. Il accepte de les former à l'art de la chasse s'ils ne savent pas comment, et s'ils ont besoin d'armes, il va aussi leur apprendre à les fabriquer. Ça le rend très apprécié de tous, alors il devient le leader solide des gobelins. Peut-être est-ce grâce à ses compétences en leadership, mais cela n'a pas d'importance pour lui. Il va travailler dur pour diriger ses camarades, et il va continuer à manger et à acquérir de nouvelles compétences en cours de route, tout cela pour atteindre son objectif. Plus tard, Gobmi se transforme en une dame enflammée, prête à être cuite par le seigneur Gobruwa. Le 17e jour, toutes les dames humaines qui avaient été capturées se sont suicidées, et Gobru a organisé un mémorial silencieux pour elles avec Gobji. Nous passons maintenant au jour 24, et Gobru formait les autres gobelins. Et pendant ce temps, il dévorait tous les ennemis prometteurs qu'il pouvait trouver et acquérait de nouvelles compétences impressionnantes. Mais tout à coup, une autre équipe de gobelins arrive. Gobru se prépare à se battre pour protéger son équipe, mais Gabji l'arrête et lui révèle que ces gobelins sont leurs pillards. Gobru est stupéfait lorsqu'il découvre que ces pillards sont aussi les pères de sa génération de gobelins. Ces pillards viennent de capturer un autre groupe de femmes humaines, et les gobelins maléfiques en sont tous heureux parce qu'ils ont fait de même avec la dernière. Il s'avère que l'ADN des gobelins est si fort que même lorsqu'ils s'accouplent avec d'autres espèces, ils produisent toujours des enfants gobelins. Gobru comprend tout le truc de la reproduction, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe. Il demande s'il peut être celui qui s'occupe des dames humaines, mais le chef des Raiders n'est pas d'accord. Le gang des gobelins de Gobru est prêt à le soutenir, mais cela commence juste à diviser les deux groupes. Juste à ce moment-là, deux filles gobelines arrivent et disent aux deux camps de se calmer et d'éviter une guerre civile totale. Ces filles géniales s'appellent Obasto et la mage Opsé. Elles ont une idée géniale, faire combattre les chefs des deux générations et le gagnant pourra prendre les décisions pour le village. Le raider veut donner une leçon à Gobru, et Gobru est prêt à se battre aussi. Le combat se termine très vite lorsque Gobru sort quelques mouvements de cordes mystérieux. Les autres ne comprenaient pas comment il faisait, alors Gobru explique que ça sort simplement de son corps. Il s'avère qu'il a appris cette capacité après avoir grignoté une araignée démoniaque et peut produire de la soie d'araignée. Les filles sont carrément étonnées qu'un mec comme lui soit né pendant leur absence, et Gobru se déclare le nouveau chef du village. Il demande si quelqu'un a un problème avec ça, mais personne n'a le courage de le défier. Gobru dit aux humains qu'il a ordonné à tout le monde de ne pas les toucher. Il ne va rien faire non plus et ils trouveront un moyen de les renvoyer dans un village humain à terme. Les filles commencent à se demander si elles doivent faire quelque chose et nous découvrons que les actions de Gobru n'étaient pas complètement altruistes. Le gars veut puiser dans la connaissance des humains, alors Gobru commence à les bombarder de questions et découvre que ces filles faisaient partie d'une entreprise itinérante. Lorsque les gobelins ont attaqué, tous les gars ont été éliminés et ces 5 filles étaient les seules à rester debout. Le 28e jour, l'esprit de Gobru est époustouflé quand il voit ces filles pleines de bonne d'humeur. Il réalise qu'elles ne sont pas complètement guéries.
Ils essaient juste de rester positifs car ça rend les choses plus faciles. Gobru prépare de la nourriture pour eux en espérant que ça les aidera. Il s'avère que 2 des filles sont de super cuisinières et couturières. Celle avec des lunettes est alchimiste et la fille rêveuse est évaluatrice et forgeronne et la rousse est une guerrière débutante. Alors Gobru décide de l'inclure dans leur entraînement plus tard. Gobru les entraîne tous durement et n'hésite pas à lancer quelques insultes quand ils se fatiguent. Pour les prochains jours, ils se concentrent sur des exercices de groupe au lieu de chasser et ils martèlent dans leur tête les nouvelles règles qu'ils fixent pour l'équipage. Le jour 31 arrive et il pleut des cordes. Gobru et Gobkichi se lancent dans un match d'entraînement fou pendant que tout le monde regarde avec admiration. Cette nuit-là, Gobru sent que certains gobelins sont sur le point d'enfreindre sa règle de ne pas toucher aux dames humaines. Gobru tranche l'un d'eux comme un patron et met les autres en échec. Il leur rappelle les règles qu'il a établies et punit l'un d'eux pour avoir dit des bêtises. Gobru présente ses excuses aux femmes et la rousse fond en larmes dans ses bras. Les autres gobelins arrivent, alors Gobru dit à Gobkichi d'emmener les gobelins entravés dehors. Il demande aussi à Gobmi de rassembler le reste de l'équipage pour qu'ils puissent être témoins de ce qu'il s'apprête à faire. Dehors, Gobru envoie un message clair aux autres en utilisant ces imbéciles comme exemple. Il leur donne une raclée comme s'il n'y avait pas de lendemain, s'assurant bien que tout le monde comprenne les règles du village. Le message passe fort et clair, alors Gobru les renvoie. Gobru évite de peu de leur ôter la vie, mais Obuken, celui qui a le plus souffert, casse sa pipe le lendemain matin. Le jour 32, l'équipe de Gobru montre à nouveau son incroyable travail d'équipe pour abattre un cheval à 3 cornes impressionnant. Il se défend, mais cela signifie simplement que Gobru accumule une multitude de nouvelles capacités. L'un d'eux s'appelle Triple Burst et c'est carrément génial parce qu'il lui permet de porter 3 coups en une seule frappe. Cette nuit-là, la fille aux cheveux flamboyants s'effondre dans le lit de Gobru et il réalise qu'elle doit être perturbée par le drame de la nuit précédente. Gobru la réconforte et la laisse passer la nuit. Mais quand il se réveille, il est surpris de trouver Gobmi aussi là, en train de se détendre. Ce jour-là, ils découvrent également qu'une gobeline nommée Gob est devenue une hobgoblin. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Gobmi gère l'unité à distance, Gobkichi dirige les forces armées, Obasto s'occupe de l'escouade mobile et Gobé assure le soutien en faisant toutes les corvées. Obsé est la capitaine des mages, mais elle est la seule mage de leur équipe pour l'instant. Pour le reste de la journée, Gobru laisse l'entraînement au capitaine et s'enfonce dans la forêt pour chasser une proie. Il joue avec une puissante magie de Demise et est stupéfait par sa puissance. Il détruit complètement un Triorn en une seule attaque. Mais voilà le truc. Gobru devient un peu trop arrogant après ça et décide de s'aventurer dans la forêt du Nord. Puis il tombe sur une zone effrayante imbibée de sang et il se souvient que le vieux Gobji a averti tous les gobelins de ne jamais entrer dans la forêt du Nord pour quelque raison que ce soit, car à l'intérieur rôde un monstre écarlate terrifiant connu sous le nom d'ours rouge. Et maintenant, c'est exactement là que Gobru se trouve. Il voit cette bête déchirer facilement un tricorne comme si de rien n'était. L'armure des Triornes était un vrai casse-tête pour eux avant, mais cet ours la déchire comme si de rien n'était. Et tout d'un coup, l'ours rouge apparaît et Gobru sait qu'une personne normale s'enfuirait probablement en courant. Mais Gobru n'est pas un gars ordinaire. Il veut affronter cette bête en face à face, l'abattre et la dévorer pour débloquer des capacités incroyables. Il est prêt à utiliser toutes les armes de son arsenal, en commençant par sa magie de mise dans la première phase. De retour au village, Gobmi commence à s'inquiéter car elle n'a pas vu Gobru depuis un moment. Les autres ne l'ont pas vu non plus, ce qui augmente son inquiétude. Pendant ce temps, Gobru est stupéfait lorsque l'ours rouge sacrifie son bras droit pour bloquer son sort de mort. L'ours déclenche une attaque implacable et Gobru sait que l'armure impressionnante qu'il a obtenue du Triorn ne suffira pas à le protéger. Gobru passe à l'offensive et vise la tête de l'ours. Mais mince, son arme ne peut même pas égratigner son crâne et l'ours l'envoie valser. Gobru couvre l'ours avec une corde, mais ce salaud se libère et déclenche une attaque de souffle incendiaire. Toute la forêt s'embrase et Gobru doit soigner ses blessures. Cette attaque l'a touché car il n'avait jamais vu ou entendu parler d'un ours crachant du feu dans sa vie précédente. Cet adversaire est vraiment dangereux, donc Gobru sait qu'il doit être prêt à encaisser des coups pour sortir vainqueur. Gobru lance une autre attaque, se protégeant du souffle de feu. La bête est assez coriace à l'extérieur, mais Gobru utilise intelligemment l'attaque de souffle de feu contre l'ours et il le transperce juste à travers sa bouche. Gobru se sent bien, mais bon sang, ce n'est pas suffisant. Cet ours féroce le frappe en retour, et Gobru fait de son mieux pour minimiser les dégâts, mais il subit quand même un coup dur de cette attaque terriblement puissante. Il doit admettre que ce round est un match nul, au moins sa lame est coincée dans la bouche de l'ours, donc ce salaud ne peut plus cracher de feu.
Cet ours incroyablement fort continue d'avancer et Gobruo est à une seule attaque de perdre sa vie. Gobruo est en grande difficulté, mais ce gars est fou car il proclame que cela rendrait son repas encore meilleur. Gobruo continue de se battre, infligeant des dégâts, mais ce n'est pas suffisant. Alors il dit directement à l'ours qu'il est prêt à le dévorer et passe à une nouvelle attaque. Mais bon sang, il perd un bras dans le processus. Le jour 34, Gobruo émerge enfin comme le vainqueur de cette bataille insensée, mais il a à peine survécu. Enfin, il mange l'ours et acquiert plusieurs traits impressionnants, comme des dégâts importants et une force incroyable. Gobruo s'évanouit peu après, mais nous voyons encore une fois qu'il a dépassé ses valeurs de niveau et rempli toutes les conditions. Cela lui permet maintenant d'évoluer en une espèce rare d'ogre. Sa conscience s'efface, alors Gobruo sélectionne juste « oui » sans même lire les petits caractères. Le jour 35, Gobruo continue de grignoter cet ours, acquérant encore plus de traits ridiculement puissants. Il attrape son couteau, qui semble maintenant plus petit, et Gobruo est choqué de réaliser qu'il est devenu un ogre. Gobio retourne au village, mais tout le monde est effrayé. Pensant qu'ils sont attaqués, ils commencent à se préparer à fuir, se demandant pourquoi l'ogre leur sourit et souhaitant que Gobruo soit là pour sauver leurs fesses pathétiques. Heureusement, Gobmi le reconnaît, mais au lieu d'être surprise par son évolution, elle est furieuse qu'il ait été absent pendant si longtemps. Elle finit par se blesser dans le processus, mais elle continue à donner une leçon à Gobruo. Elle est bouleversée par la perte de son bras, mais les autres sont tous impressionnés qu'il ait abattu l'ours rouge, mais celui qui est le plus époustouflé est Gobji, car il souligne que Gobuo a pu vaincre le maître des bois du Nord juste un mois après sa naissance. Tout le monde a des millions de questions pour lui, mais Gobruo est juste reconnaissant d'avoir survécu et d'avoir atteint sa nouvelle maison dans ce nouveau monde sauvage. Depuis que Gobruo est devenu un ogre, Gobmi s'accroche à lui sans arrêt. Mais avant d'entrer dans les détails, notre garçon doit changer de vêtements. Il entre dans la salle de stockage et les femmes là-bas sont choquées parce qu'elles ne le reconnaissent pas immédiatement. Mais une fois qu'il montre ses compétences de ouf pour prouver son identité, ils se détendent un peu. Une des filles humaines remarque cette hache abîmée et elle est super excitée de la réparer. Et pendant que Gobruo est là, elle lui fait savoir qu'elle a fabriqué un couteau à partir d'une pierre magique. Elle veut qu'il le regarde. Gobruo est impressionné par son travail acharné, alors il lui tapote la tête. Le syndrome de Stockholm doit la frapper fort parce qu'elle adore ça. D'un autre côté, Gobmi et la fille aux cheveux roux détestent carrément ça. Ils sont tous jaloux parce que Gobruo donne de l'attention à une autre fille. Ensuite, Gobruo va voir les jumeaux pour vérifier comment ils s'en sortent. Mais la charge de travail qu'ils ont est trop lourde pour eux deux seulement, alors ils demandent à Gobruo s'ils peuvent obtenir un peu d'aide supplémentaire. Puisqu'ils ont demandé, Gobruo décide qu'il peut dire à quelques-unes des filles gobelins de donner un coup de main. Les jumelles sont ravies d'entendre cela, mais même Gobruo est étonné de voir à quelle vitesse elles ont commencé à apprécier les gobelins, même si toute leur famille a été anéantie par eux il y a tout juste une semaine. Ils plaisantent en disant qu'elles feraient de grandes épouses, et les filles ne semblent pas être contre cette idée. Mais Redhead et Gobmi, ils ne le sentent définitivement pas. Ensuite, ils vérifient la fille aux cheveux verts qui travaille dur sur la fabrication de potions. Il examine une des fioles et peut dire que c'est carrément du poison et la fille ne le nie même pas. Elle l'a fait pour se protéger parce qu'au début, elle avait prévu d'éliminer tous les gobelins en empoisonnant leur nourriture, mais ensuite, elle a découvert qu'il y avait des gobelins de confiance comme Gobruo, alors elle ne va plus l'utiliser. Le lendemain, Gobruo se rend compte qu'il ne peut pas suivre son entraînement habituel parce que dans son état d'ogre, même en se retenant contre les autres gobelins, il les met presque à mort. Donc il va arrêter de se battre avec eux. Gobkichi prend très mal la défaite et décide d'aller chasser pour se changer les idées. Et bien que Gobruo s'inquiète pour lui, il sait que le gars a besoin de temps seul. Le reste de la journée se déroule simplement avec tout le monde qui fait ses trucs habituels. Et pour une fois, Gobruo peut se détendre et passer le temps en cousant à côté de la solitaire Hopsé. Même si le gars a perdu un bras dans sa lutte contre un ours rouge, ça ne l'a pas vraiment ralenti parce qu'il a une compétence de slime qui compense. Mais bref, Gobruo dit à Hopsé qu'il veut récupérer son livre pour pouvoir le finir, mais elle l'ignore carrément et continue de lire comme s'il n'était même pas là. Le lendemain, Gobruo se détendait et mangeait son déjeuner quand Gob vient en courant vers lui, tenant un carbuncle abîmé dans ses bras. Gobruo essaie de le guérir, mais mince, il a perdu beaucoup de sang, alors il dit qu'il devra demander au fabricant de potions de préparer quelque chose pour l'aider. Après le traitement, le furoncle se réveille tout confus, se demandant ce qui se passe et qui sont toutes ces personnes étranges autour d'elle. Il lui explique, et elle est super reconnaissante car ils lui ont sauvé la vie, même si ce sont tous des étrangers. Elle se présente comme returner et raconte qu'elle a été attaquée par des humains il n'y a pas longtemps et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans un si mauvais état. Apparemment, la pierre précieuse sur le front d'un carbuncle vaut une somme folle, comme 1 milliard de pièces d'or ou quelque chose comme ça. Pas étonnant que ces types essaient de la tuer pour ça.
Retournée implore Gobru de l'aider à se débarrasser de ces aventuriers qui la poursuivent car elle sait que ses jours sont comptés. Il s'avère que Returner était un carbuncle artificiel qu'un légendaire sorcier avait créé il y a longtemps pour garder ses trésors. Mais pendant l'attaque, le noyau qui la maintenait en vie a été vraiment endommagé. Il n'y avait donc aucun moyen qu'elle survive ainsi longtemps. Son maître avait une grande rancune contre les humains. Même dans l'au-delà, il préférait laisser ses trésors légendaires tomber entre les mains des gobelins plutôt que de laisser les humains les toucher. Donc si Gobrua aide à virer ses aventuriers, elle lui donnera volontiers tous les trésors. C'est une opportunité en or, donc Gobrua ne va pas la laisser filer si facilement. Il rassemble tout le monde et annonce qu'ils vont tous se rendre à cet endroit de trésor aujourd'hui et faire peur à quelques humains. Il demande à la forgeronne si elle a encore ce couteau en pierre spirituelle dont elle parlait l'autre jour et elle le lui remet. Gobru n'est pas du genre à utiliser des couteaux d'habitude, mais il se dit que c'est mieux que d'arriver les mains vides s'il veut intimider ces idiots. L'équipe Goblin s'enfonce profondément dans le lieu au trésor que Carbuncle a mentionné. Une fois à l'intérieur, Gobru dit à Gobkichi et à l'équipage de rester discrets pendant qu'il essaie de négocier avec les humains. Il commence à errer seul à la recherche des aventuriers, mais de nulle part, ces mêmes idiots surgissent et le piègent. Il commence à râler sur le fait de devoir gérer un ogre maintenant aussi, mais il décide juste de s'en débarrasser rapidement. Un assassin essaie de se faufiler pour tuer, mais Gobru repère ça à des kilomètres et bloque l'attaque avec sa main nue. Les aventuriers sont choqués que la discrétion de l'assassin ait été déjouée si facilement. Mais ensuite, Gobru intervient et crie qu'ils sont dans la maison de quelqu'un d'autre en ce moment, essayant de voler leurs affaires et ont même failli éliminer le gardien. Et pour couronner le tout, ils ne pensent même pas avoir fait quelque chose de mal. Heureusement pour eux, Gobru est un type décontracté et leur donne une chance de se sauver d'un monde de douleur. Ils commencent à l'attaquer, mais ils sont tellement faibles qu'ils esquivent leurs attaques comme si de rien n'était. Il leur offre encore une chance de s'en aller avant que les choses ne deviennent laides. Mais bon sang, les humains sont connus pour leur soudaine absence de bon sens quand il s'agit de logique. Donc même si Gobru les surpasse clairement, ils continuent de l'attaquer jusqu'à ce qu'ils perdent enfin patience et soient prêts à casser des crânes. Les aventuriers commencent à réaliser qu'ils ont fait une erreur en s'en prenant à Gobru. Mais il est trop tard pour revenir en arrière car Gobru utilise sa magie de la terre pour les piéger sur place et demande à l'équipage de sauter sur ces idiots. Après avoir fini de battre les aventuriers, il les dépouille de tout ce qu'ils ont et les met dehors. Alors Gobru décide de se goinfrer de tout ce butin et finit par acquérir les compétences des objets aussi. Maintenant, il peut invoquer une boîte à objets super cool qui contient plus de 100 000 choses. Puisqu'il a tenu sa part du marché, le retourneur conduit Gobru et l'équipage à la salle au trésor où son maître a passé l'arme à gauche, entouré de toutes ses affaires stylées. Ce type était le sorcier Velvet, et le retourneur dit qu'il avait un talent fou pour parler aux esprits, ce qui lui a permis de se procurer plein de pierres spirituelles. Le temps de la voyageuse est écoulé, alors elle remercie encore une fois Gobru et l'équipage pour leur aide et disparaît, laissant derrière elle sa pierre précieuse que Gobru dévore. Ils prennent un moment de silence pour la voyageuse, mais une fois cela fait, ils commencent à piller l'endroit à la recherche de tout ce qui a de la valeur, et cette nouvelle boîte à objets est bien utile. Mais avant de partir, Gobru se sent mal de laisser le corps ainsi exposé. Donc il pense que le brûler serait la meilleure option, et ce faisant, le corps se transforme en cendre, laissant derrière un gantelet que Gobru s'empresse de mettre. Le gantelet semble être un objet magique légendaire. Alors une fois que Gobru met ce truc sur son bras manquant, ça se fond littéralement avec lui et remplace ce qui manque. Ce bras est carrément épique avec des fonctionnalités de dingue comme la rotation, la production de poison et même des cordes. Mais le meilleur, c'est que ça fonctionne comme une main normale. Le lendemain, Gobru passe un bon moment à regarder tout le matériel qu'ils ont récupéré dans la salle au trésor. Et laissez-moi vous dire, puisque ces trucs ont été collectés par un sorcier légendaire, ils sont tous de premier ordre et sacrément puissants. Alors le lendemain, Gobru distribue aux 15 hobgoblins de l'équipe quelques objets magiques, répartissant le butin équitablement. Il garde pour lui cette lance vermillon et un bracelet magique super cool. Alors maintenant, il utilise 3 objets magiques légendaires pour son propre usage. Le 40e jour, Gobru décide d'organiser quelques combats pour voir qui est le chef parmi les hobgoblins. Le lendemain, il part tôt le matin pour chasser des proies qu'il n'a jamais affrontées auparavant. D'abord, il y a cette araignée dorée et il la frappe d'un coup de poing direct. Et après avoir dévoré sa viande, il acquiert une nouvelle compétence qui lui permet de créer des fils dorés. Alors qu'il continue à traverser la forêt, il se retrouve sous un arbre baigné de lumière. Maintenant, c'est un peu un problème, car c'est le territoire de ces créatures appelées dryades. Ils s'attaquent aux gars des races intelligentes et les attirent
pour qu'ils soient leur source de nourriture. Gobji a donné à Gobru les détails sur eux, et il veut personnellement se faire aspirer par une dryade. Mais Gobru ne se laisserait jamais tenter par quelque chose d'aussi luxueux, du moins c'est ce qu'il se dit, car dès qu'une dryade apparaît et commence à se rapprocher de lui, Gobru s'effondre comme un château de cartes. Il essaie de faire le cool, mais il se souvient qu'il est encore vierge dans ce monde, et toute pensée rationnelle s'envole quand Gobru libère sa compétence sacrée, la carotte d'or. La dryade est complètement époustouflée par ce qu'elle voit, et disons simplement qu'il se passe beaucoup de choses sauvages au cours des 5 heures suivantes. Et quand ils finissent enfin, la dryade le supplie de revenir bientôt pour d'autres tours. Gobru se dirige vers une cascade à proximité pour se laver, mais de nulle part, tout un groupe d'hommes lézards débarque sur lui sans aucune raison. Alors, il les élimine carrément, ainsi que quiconque assez stupide pour essayer de se battre. Le lendemain, Gobru découvre qu'il y a 2 gobelins dans l'équipe qui ont les compétences pour devenir mages. Alors, il les envoie s'entraîner sous Hopsé, mais il ne sent pas le vibe quand il voit le visage de Hopsé en pensant à enseigner à d'autres gobelins. Maintenant, sur une autre affaire. Toutes les filles dans la grotte ont soudainement un problème avec Gobru, et il ne peut pas comprendre pourquoi, parce qu'aucune d'elles ne veut parler. Alors, il va voir la fille aux cheveux verts, car elle semble être la plus sensée ici. Elle lui dit que tout le monde est en colère parce qu'ils savent qu'il a été très actif dernièrement. Les marques de dryade sur son corps sont difficiles à manquer, alors ils sont jaloux qu'il ne les ait pas choisis en premier. Même la fille aux cheveux verts ressent la même chose, mais plutôt que d'adopter l'approche silencieuse et jalouse, elle choisit d'être un peu plus proactive avec ses sentiments. Maintenant, nous savons que Gobru cède facilement dans ce genre de situation, mais Gobmi ne laissera pas passer ça à moins qu'elle n'obtienne aussi sa part. Et il s'avère que tout le monde pensait exactement la même chose. Beaucoup d'autres choses se sont passées ce jour-là, au point que Gobru a dû installer un mur insonorisé dans sa chambre. Mais hey, ce qui se passe derrière ce mur reste derrière ce mur, tu me comprends? Et crois-moi, je ne dirai pas un mot. Quelque temps plus tard, Gobru sent que quelqu'un arrive et il s'avère que c'est un groupe d'elfes très raffinés. Les humains sont sur le point de les attaquer, pensant pouvoir s'accaparer leur trésor, alors ces elfes viennent implorer l'aide des gobelins. Ce type elfe a une attitude vraiment désagréable, mais il leur propose plusieurs mois de nourriture pour leur village. Gobji pense que c'est une bonne affaire, mais à la surprise générale, Gobru refuse. Il n'en a rien à faire de leur situation, il veut juste qu'ils soient honnêtes dans leur demande d'aide. Ce type se prépare à attaquer Gobru, mais Gobru les terrifie tous avec un regard féroce. Gobru lui dit de dire à ses archers cachés de reculer, mais ces idiots essaient quand même de lui tirer dessus, ne réalisant pas qu'ils ne peuvent même pas égratigner Gobru. L'elfe annule l'attaque et Gobru explique pourquoi ils rejettent leur offre, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas de bonne humeur. De toute façon, les gobelins vivent dans la même fichue forêt, donc si ces humains vont causer des problèmes, Gobru n'est pas contre s'allier. Puis Gobru épate tout le monde en sortant son arme légendaire, intimidant tous les elfes d'un coup. Gobru ne comprend même pas entièrement comment ce truc fonctionne, mais quand il poignarde quelque chose avec, il peut créer une quantité illimitée de lances pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Ensuite, les elfes s'enfuient, mortifiés, donc Gobru espère ne pas avoir à s'occuper de leurs fesses de sitôt. Le jour 45, Gobru part à la chasse et élimine 20 slimes gris. Il mange leur noyau et obtient plein de capacités, comme la régénération de fluides et l'autoréplication. Gobru essaie l'autoréplication et découvre qu'il peut faire une version miniature de lui-même à partir de son propre sang. Il peut même voir à travers ses yeux, ce qui signifie qu'ils ont une sorte de sens lié. Cela déclenche une idée de génie dans la tête de Gobru. Le jour 46, il demande aux filles de fabriquer des vêtements avec son sang dans la doublure. Ainsi, le tissu peut servir de transmetteur au cas où elles se retrouveraient dans une situation vraiment merdique. Le jour 47, l'un des mini-espions de Gobru découvre que ces fichus elfes n'ont pas retenu la leçon et sont revenus pour plus. Cette fois, Gobru pousse un rugissement assourdissant du fond de la caverne et les elfes sont tellement effrayés qu'ils ne peuvent même pas bouger un muscle. Gobru ne prend même pas la peine de dire un mot quand il apparaît, il les attrape comme si de rien n'était. Le chef elfe commence à se plaindre de la façon dont Gobru l'a manqué de respect et que cela a blessé son fichu orgueil. Et apparemment cela signifie que Gobru mérite de mourir plus d'une fois. Les autres elfes, eux, s'excusent de ne pas avoir pu empêcher leur chef d'être stupide. Gobru a pris sa décision et c'est une décision dure. Le chef elfe est déjà aussi bon que mort, mais les autres ont une chance de survivre. Gobru organise un faux combat entre les elfes et les gobelins, et ceux qui en sortent victorieux peuvent vivre. Gobru pense que c'est juste parce que s'ils veulent rester en vie, ils doivent se battre comme si leur vie en dépendait. À la fin, sur les 23 elfes,
6 d'entre eux se font botter le derrière. Le plus drôle, c'est que tous étaient des gars, mais Gobru admet secrètement qu'il a un peu truqué les combats parce qu'il n'aime pas voir les femmes être éliminées. Ensuite, Gobru décide de prendre un petit encas, grignotant les elfes perdants et gagnant plein de nouvelles capacités. Il annonce aux survivants qu'ils sont maintenant ses prisonniers. Ils pensaient s'en sortir sans problème, mais Gobru leur rappelle qu'ils ont quand même essayé d'éliminer les gobelins. Gobji, ce vieux gobelin pervers, pense que détenir des elfes prisonniers sera un sacré bon moment, mais Gobru lui rappelle qu'il y a des règles concernant le traitement des prisonniers. Gobji promet de bien se comporter, mais il meurt d'envie, juste pour un tour. Ensuite, Gobru s'en va pour infliger une dernière punition au chef des elfes. Le jour 48, nous voyons que Gobkichi atteint le niveau 100. Le jour 49, tout le monde est étonné de voir que Gobkichi a évolué en une variante spéciale. Sa couleur rouge foncé est le résultat d'une bénédiction du demi-dieu de la flamme et sa peau cœur de fer est une bénédiction du demi-dieu de la guerre. Gobkichi explique que Gobru n'a personne avec qui s'entraîner depuis qu'il est devenu un ogre et Gobkichi était inquiet de ne jamais rattraper. Mais maintenant, Gobkichi est différent et ils ont un combat impressionnant à l'extérieur. Gobru lui botte toujours le derrière dans le combat, mais bon sang, Gobkichi se défend vraiment bien. À la fin, Gobru l'emporte, mais le match prouve que Gobkichi est vraiment son rival. Cette nuit-là, Gobru est épuisé quand soudain une étrange silhouette apparaît. Ce type commence à s'excuser pour une raison inconnue et offre un cadeau à Gobru en disant que c'est le moins qu'il puisse faire. Gobru se réveille tout confus, sans avoir aucune idée de ce qui vient de se passer. Le jour 51, Gobru commence à se demander si Gobkichi a été une inspiration pour les autres, car maintenant, ils ont 4 nouveaux hobgoblins. L'un d'eux a même acquis les compétences pour devenir mage et un autre va devenir prêtre. Ce prêtre s'appelle Obuchi et promet de soigner autant de gens que possible. Obsday a aussi évolué et est monté de niveau pour devenir membre de la famille des seigneurs demi-sort. La plupart des seigneurs de sort n'ont pas ces marques stylées sur ses bras, mais Gobru remarque qu'elles ressemblent exactement à celles sur son propre corps. Obsday a tellement de mana qui coule en elle qu'elle a hâte de tester sa force à l'extérieur. Elle montre son pouvoir incroyable avec une attaque de feu époustouflante et dit qu'elle pourrait en faire au moins 20 autres. C'est du niveau supérieur. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle n'est pour l'instant qu'une demi-lord des sorts, et qu'elle évoluera probablement en une lord des sorts complète la prochaine fois. Gobru lui fournit de l'équipement neuf pour correspondre à son évolution, et elle dit au jaloux Obasto qu'elle rattrapera bientôt. Gobru réalise que les évolutions ont lieu à une vitesse folle ces derniers temps et il soupçonne que c'est à cause de lui. Vous voyez, l'environnement d'un gobelin pendant son premier mois de vie a un impact majeur sur la vitesse à laquelle il grandit. C'est vraiment génial de voir tout le monde devenir plus fort. Mais Gobru admet que tout le monde dans le village n'a pas autant de chance. Au jour 52, la génération plus âgée de gobelins commence à râler et se plaindre. Ils ont fait de leur mieux pour suivre, mais tous ces jeunes gobelins les dépassent. Alors, ils décident de quitter le village. Et tu ne vas pas le croire, Gobru ne les tue même pas pour l'avoir trahi. Il explique qu'ils ne volent rien, donc c'est leur fichu choix s'ils veulent partir. Et pour couronner le tout, Gobru leur offre en fait un cadeau d'adieu, un couteau magique super cool fait de méthyle avec une lame super tranchante. Au jour 53, Gobru tombe sur un pauvre humain qui a été éliminé par un orc. Le gars s'était presque foutu, mais après que Gobru l'ait mangé, il découvre que le type avait une capacité vraiment intéressante. Gobru espère l'utiliser d'une manière qui honore le type. Cette capacité s'appelle Dompteur de monstres. Ce soir-là, Gobru est plus heureux qu'un cochon dans la boue, car l'alchimiste révèle qu'elle a réussi à concocter un peu d'alcool. Le 54e jour, Gobru annonce que la vieille génération de gobelins a quitté le village et il offre à quiconque de les rejoindre. Mais il s'avère que personne d'autre ne veut partir, alors ils lèvent tous un verre pour un toast. Le 55e jour, le génie incroyable Gobru commence à travailler sur des boucles d'oreilles imprégnées de son propre sang afin qu'il puisse les utiliser comme appareil de communication. Le 56e jour, Gobru découvre que ces boucles d'oreilles fonctionnent à merveille, alors il en fabrique suffisamment pour que tout le monde puisse les porter. Le jour 57, Gob a carrément abattu un triorne et Gobru a décidé de tester sa capacité de dompteur de monstres qu'il a obtenu de ce gaz humain. Et mince, ça a marché comme un charme. Le triorne est devenu leur premier familier. Maintenant, au jour 58, il s'avère que Gobru a aussi un super familier ours formidable. Il a aussi un chef de meute de loup noir comme animal de compagnie et le garde du corps ultime pour les femmes humaines. Mais au jour 59, Gobru reçoit un choc majeur. Cette fille rousse qui était faible avant, elle s'est transformée en une guerrière carrément badass. Et pendant qu'il mange, Gobru est surpris de découvrir qu'elle vient d'obtenir un nouvel emploi.
Peu de temps après, elle montre ses compétences impressionnantes en chasse, et Gobru révèle que son nouveau travail est soldat de l'ombre. En gros, elle doit manger des monstres de temps en temps, sinon elle mourra. Mais bon sang, cela conduit à une croissance incroyable. Plus tard, Gobru apprend que les humains attaquent les gobelins dans la forêt. Alors, il se rend compte qu'il est presque temps pour la guerre entre eux et les humains. Maintenant, au jour 60, Gobru sent des kobolds poursuivis par quelque chose qu'il ne peut même pas détecter avec sa capacité de recherche. Lorsque les kobolds arrivent à la grotte, il voit que les poursuivants sont ces squelettes animés magiquement. Les archers de Gobmi essaient de leur tirer dessus, mais leurs flèches ne font rien du tout. Il y a une quantité folle de squelettes, donc Gobkichi craint que les choses ne deviennent vraiment mauvaises. Mais la capacité de recherche de Gobru lui permet de voir qu'il y a un signal majeur derrière tous ces squelettes, probablement la chose qui les crée. Les autres essaient de combattre les squelettes et l'attaque de Obasto fait réaliser quelque chose à Gobru. Les découper ne sert à rien, mais les réduire en morceaux est incroyablement efficace. Ils lâchent tous leurs armes et commencent à frapper ces enfoirés de gauche à droite. Mais il y en a encore beaucoup trop, alors Gobru décide qu'il doit en finir avec ce bazar. Il commence à compter dans sa tête pendant qu'il traverse l'armée de squelettes. Il termine 3 secondes plus tôt, mais il réussit à écraser le monstre qui engendrait tous ces foutus squelettes. Manger cette chose lui donne la capacité d'invoquer des morts vivants inférieurs et de matérialiser des équipements de haut niveau, ainsi que d'autres pouvoirs impressionnants. Après tout ça, les kobolds s'excusent pour leur erreur. Il s'avère qu'ils ont accidentellement creusé dans la cachette au trésor de Velvet que les gobelins ont pillé plus tôt, et ils ont réveillé le gardien, le grand méchant squelette. Dans un dernier effort pour survivre, ils se sont précipités vers la grotte de Gobru, qui est devenue connue sous le nom de l'effrayant ogre noir. Maintenant, ces kobolds appellent Gobru leur seigneur, mais il leur rappelle directement qu'il a éliminé beaucoup des leurs. Mais ils sont vraiment reconnaissants qu'il ait sauvé leurs pauvres fesses et ils comprennent que c'est la loi de la jungle. Les forts dévorent les faibles. Ils doivent leur vie à Gobru, donc ils déclarent que ce qui leur arrive maintenant dépend totalement de Gobru. Gobru s'en sort et il fait examiner leurs blessures par leur clerc. Puis il jette un œil à tout le monde dans sa grotte. Il n'a aucune idée de comment tout cela s'est passé, mais il s'est rassemblé une sacrée équipe intéressante. Le jour 61, mon garçon Gobru part à la chasse avec Gobkichi, et ils aperçoivent 12 soldats armés passer. Ils décident de les suivre et Gobru utilise ses talents d'écoute pour les espionner. Il s'avère que ces humains prévoient d'enlever la fille du chef des elfes et il semble qu'un des elfes les ait prévenus. Lorsque la fille du chef revient d'un festival, les humains lancent leur attaque. Ils neutralisent ses gardes comme si de rien n'était et l'attrapent. Gobru ne va pas rester là sans rien faire et laisser cela arriver, alors il bondit, sauve la fille et capture tous les humains. Le jour 62, mon pote découvre que l'armée humaine va frapper dans 20 jours. Gobru va de l'avant et dévore les 12 humains, acquérant un tas de capacités géniales. Quand l'elfe se réveille, elle est terrifiée par Gobru. Il remarque qu'elle a des ailes, ce qui n'est pas habituel pour les elfes. Gobru essaie de la calmer, mais elle panique, pensant qu'il va lui faire des choses terribles. Finalement, elle se détend un peu après avoir bu du thé apaisant, mais elle s'énerve quand Gobru lui dit qu'il n'a pas pu sauver ses gardes. Elle lui reproche d'avoir juste regardé pendant qu'ils étaient attaqués, mais il explique que la guerre entre humains et elfes ne le concerne pas. Gobru lui fait savoir qu'il y a un traître parmi les elfes, donc elle devrait être plus contrariée par cela. Elle commence à pleurer comme une folle, donc Gobru lui dit de se reposer avant qu'il la ramène chez elle. Cette nuit-là, Gobru doit rappeler au vieux pervers de garder ses hanches éloignées de la fille elfe. Le jour 63, il ramène la fille dans son village elfe. Elle explique que les ailes sont quelque chose que seuls les hauts elfes possèdent, mais qu'ils les gardent habituellement cachées dans leur corps. Elles ne sont pas censées être montrées aux autres, mais elle apprend encore à les contrôler, alors elles sortent parfois. À leur arrivée, Gobru ressent la présence de 25 archers pointant leurs flèches directement sur lui avec des pointes en mithril. Heureusement, la fille du chef intervient et leur dit que l'ogre lui a sauvé la vie. Le chef montre sa gratitude d'avoir sauvé sa fille, mais Gobru précise qu'il ne l'a pas fait par pure bonté. Il veut une récompense et pense que c'est sa chance de voir comment le chef juge les choses. Et nous voyons que le chef le récompense avec un arc appelé The Fail Note, un trésor familial et un objet magique. La fille est choquée qu'il le donne, mais le chef explique que c'est un petit prix à payer pour sa sécurité. Gobru est d'accord avec ça, alors il propose de donner aux elfes des informations sur les mouvements de l'armée humaine en échange. Les deux groupes sont maintenant amis, et les elfes ont offert aux gobelins un tas d'équipements en mithril. Le chef demande s'ils savent quelque chose sur leurs combattants d'élite disparus, mais Gobru fait l'innocent, agissant comme s'il n'avait aucune idée.
Pour montrer son appréciation, le chef offre même à Gobru un alcool de première qualité. Gobru promet de les soutenir chaque fois qu'ils en auront besoin. Et cette nuit-là, il est stupéfait par la qualité de cet alcool. Le jour 64, Gobru est vraiment surpris de voir que Gommi a monté de niveau et est devenu une variante d'Empire. En plus de cela, ils ont 8 nouveaux Hobgoblins avec eux. Gommi a de nouveaux pouvoirs. Le dieu de la glace l'a béni avec la capacité de créer et de contrôler une grande quantité de glace. Son œil maléfique peut même charmer les ennemis pour qu'ils se battent entre eux. Gobru a l'impression de reconnaître son nouveau look, mais il ne parvient pas à mettre le doigt dessus, et Gob a aussi évolué et est maintenant un demi-seigneur de la Terre. Les seigneurs de la Terre peuvent contrôler le sol et rendre leur corps plus fort. Elle a même obtenu la magie de la foudre pour repérer les gemmes. Quant à Obasto, elle allait évoluer en demi-seigneur sanglant. Il peut directement contrôler le sang de troll et en faire des armes. De plus, tous ces gobelins évolués ont des tatouages pour une raison quelconque, et chacun a un endroit différent. Ils affirment que ces tatouages leur donnent du pouvoir, donc Gobru est impatient d'en savoir plus sur eux. À cause de toutes ces transformations, Gobji décide qu'il est temps de leur donner de nouveaux noms. Et il y a ce tableau montrant le classement des puissances des différentes races, où Ogro arrive 5e, derrière les Dampires et les Seigneurs. Ogro sait que les elfes vont venir demander de l'aide quand ils feront la guerre contre les humains. Il sait qu'ils ont besoin de toute l'aide possible. Alors, il distribue des boucles d'oreilles de communication à la nouvelle équipe. Les filles elfes qui ont été capturées ne le sentent pas, car c'est très tabou pour les elfes de toucher à leurs oreilles. Mais Ogro n'est pas découragé, il va utiliser ses méthodes sauvages pour les convaincre. Ogro amène la nouvelle équipe pour un peu d'entraînement. Il utilise sa capacité d'invocation de morts-vivants inférieurs et invoque un tas de squelettes pour un entraînement pratique. Il les équipe même d'armure, car plus l'armure est bonne, plus le squelette est fort. Les elfes luttent et perdent la plupart de leurs combats, mais Ogro est toujours enthousiaste car la confiance se construit au sein du groupe. Le jour 65, Ogro a compris qu'en utilisant moins de mana, il peut créer des squelettes, zombies et autres morts vivants ordinaires. Il se demande quel goût ils ont, zut. Mais c'est dommage qu'ils ne puissent pas les manger. Cependant, ils sont bons pour s'entraîner et acquérir de l'expérience. Ils sont purifiés dès que la lumière du jour les touche, donc ne pas pouvoir les utiliser pendant la journée est vraiment démoralisant. L'équipage d'Ogro compte maintenant plus de 100 membres. Les kobolds sont dans une position assez basse, alors ils doivent travailler plus dur que tout le monde. Après une dispute, Ogro s'inquiète parce que Gobfu mange trop de viande pourrie, mais elle pense que c'est la meilleure. Le jour 66, Ogro a demandé à Earth de sceller la sortie de la grotte d'où sortaient les squelettes. Il a également envoyé les kobolds chasser pour obtenir plus de familiers loups. Les kobolds travaillent plus vite que prévu et attrapent 20 loups. Sur le chemin du retour, ils tombent sur un sanglier coriace et Earthy le détruit complètement. Plus tard, la fille de la forge révèle qu'elle a amélioré la hache qu'Ogro avait abîmée en combattant l'ours rouge. Elle l'a modifié avec un mélange de pierres spirituelles, de fer et de mithril. Ogro est impressionné et la forgeronne révèle qu'elle est devenue une forgeronne élémentaire. Le jour 67, Ogro Kichi révèle qu'il a le béguin pour Earthy. Étonnamment, Ogro le savait déjà, donc Ogro Kichi explique qu'il a besoin d'aide parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ogro propose un plan pour lui et veut qu'Ogro Kichi passe à l'action ce soir, en espérant de bonnes nouvelles le matin. Cette nuit-là, Ogro Kichi dit directement à Earthy ce qu'il ressent et elle semble bien le prendre. Le lendemain matin, Ogro Kichi se sent léger et plus fort que jamais dans un match contre Ogro. Ogro Kichi donne plus de coups que d'habitude et Ogro est content que les choses se soient bien passées pour son garçon. Il s'avère qu'Earthy en a parlé à Dombi la veille, donc Ogro et Dombi ont préparé le terrain. Ogro Kichi était devenu si puissant et énergisé dernièrement qu'Ogro a dû se retirer et laisser le squelette noir s'entraîner avec lui. Après l'entraînement, l'équipage habituel d'Ogro est parti à la chasse. Ils sont tombés sur un tas de monstres insectes qu'Ogro n'avait jamais vus auparavant. Et bon sang, il a encore gagné plus de capacité. Le plus cool s'appelle l'exosquelette. Ogro l'a utilisé et a été carrément choqué de découvrir qu'il s'était transformé en l'un des super-héros transformants les plus incroyables. Ce nouvel exosquelette est extrêmement solide, il peut se réparer et absorber les impacts. C'est un peu trop voyant pour le goût d'Ogro, mais Dombi pense qu'il a l'air super cool. Ogro essaie de remettre ses vieux habits, mais mince, il se retrouve tout nu. Il s'avère que ses vêtements habituels ont été utilisés pour construire cet exosquelette génial. C'est dommage, car il aimait beaucoup sa tenue. Elle était fabriquée à partir de la peau de cet ours rouge. Mais Ogro réalise que cet exosquelette est encore plus incroyable, car il lui permet de débloquer 5 formes différentes.
L'un d'eux a utilisé l'ours rouge, donc maintenant il peut en débloquer d'autres. Après y avoir réfléchi, Ogro décide qu'il veut des formes pour les batailles aériennes et maritimes. Alors, il commence par en enregistrer une des insectes pour qu'il puisse faire pousser des ailes et voler. C'est un peu difficile à contrôler cependant, donc il va avoir besoin de pratique. Jour 69 arrive et il pleut énormément. Cette rousse fougueuse veut en découdre avec Ogro, elle a fait des progrès constants, alors elle a demandé plus d'entraînement dernièrement. Ogro se souvient du temps où elle était comme un petit chiot, mais maintenant elle ressemble plus à un Doberman adulte. Et la fille du forgeron a rencontré les elfes régulièrement pour réfléchir à de nouvelles armes. Elle travaille sur une arbalète à répétition, mais ça ne va pas trop bien. Alors Ogro lui dit de changer de direction et de commencer à les fabriquer. Ogro lui fournit plus de matériaux et espère qu'elle pourra créer une nouvelle arme pour lui. Les sœurs cuisinières ont même reçu un nouveau titre, chef cuisinier. Ogro leur a demandé d'essayer de recréer des plats de sa vie antérieure, comme des chips. Après cela, Ogro rencontre l'alchimiste pour parler de la fabrication d'objets magiques. Elle lui montre ce clou en os qu'elle a fait à partir des os du squelette noir. Ce truc peut geler quiconque il frappe sur place. Les autres filles surprennent Ogro se rapprochant de l'alchimiste, mais lui et moi ne parlerons pas de ce qui se passe ensuite. Le jour 70 arrive et des elfes se présentent en représentant leur chef elfe. Ces elfes passent par leur ancien équipage en chemin, mais les boucles d'oreilles d'Ogro ont cet effet d'illusion cool qui les fait ressembler à des elfes noirs. Le gamin elfe révèle que les humains font des mouvements. Les elfes ne peuvent pas les gérer seuls, alors ils ont besoin de l'aide d'Ogro. Ils ne se soucient pas du prix, ils veulent juste que l'ennemi soit complètement éliminé. Mais voilà le marché. Si Ogro se retire, le contrat ne vaut rien. Ogro accepte le travail, mais explique qu'il le fera à ses conditions. Il dit au gamin de donner un bracelet au chef elfe pour qu'il puisse rester connecté. L'information est une arme puissante et Ogro a son mini-éclaireur dans les bois. Il rassemble tout le monde et annonce qu'il est temps de mettre à profit tout leur travail acharné. À partir d'aujourd'hui, ils vont devenir une redoutable compagnie de mercenaires. Ils sont maintenant une équipe de combattants professionnels et tout le monde adore ça. Ogro décide qu'ils vont opérer sous le nom de compagnie de mercenaires Parabellum. Il dit à tout le monde de se préparer pour la bataille car ils ont obtenu leur premier travail. Et ils commencent tous à chanter Parabellum. Le jour 71, l'équipe Parabellum d'Ogro commence sa première mission. Ils plongent avec un total de 36 membres. Et avec la sorcellerie de Spellsay, leurs monstres de compagnie peuvent les rejoindre pour un total de 73. Ils se mettent en route tôt le matin grâce à une information qu'un des mini-drones d'Ogro a obtenue. Il y a une barrière autour de la base militaire humaine, mais Ogro utilise une capacité avec son bras argenté pour la détruire. Une fois la barrière tombée, Earthy intervient en utilisant son pouvoir de contrôler la Terre pour bloquer les voies d'évasion des humains. Domi et Spellsay prennent la tête, lançant une attaque magique coordonnée. Ogro invoque une horde de squelettes et ajoute quelques lances pour faire bonne mesure. Mais mince, il est surpris de découvrir que ce n'est pas suffisant pour éliminer les humains. Il y a 7 dames chevaliers qui mènent leur défense. Alors Ogro se présente à elle avec un rugissement. Les humains peuvent dire que l'ogre noir contrôle les morts vivants, alors la chevalière déclare qu'ils vont le vaincre ensemble. Le mage humain lance l'attaque et Ogro est impressionné lorsque la chevalière augmente sa vitesse. Il l'a complimentée pour avoir évalué la situation et le mana dont elle s'est couverte. Même sa stratégie pour poignarder son cœur est intelligente, mais pas assez bonne car Ogro la repousse simplement. Ensuite, Ogro annonce qu'il aime ce qu'il voit, donc ils vont tous vivre comme ses prisonniers. La dame chevalier n'était pas d'accord, elle voulait juste qu'il soit mort. Ogro lui donne du crédit, mais elle dit que s'il veut qu'elle soit sa prisonnière, il doit montrer sa force. Si elle est vaincue, il peut faire tout ce qu'il veut. Ogro dit à son équipage d'éliminer tout le monde sauf la dame chevalier, le sorcier, la prêtresse et la femme épéiste avec une épée de feu. Ils doivent être capturés vivants, mais les autres peuvent être anéantis et mangés. Ogro nous explique ensuite ce qui se passe ensuite, ce qui est un massacre à sens unique. Les yeux maléfiques charmants de Domi envoûtent complètement les soldats humains, les faisant se battre entre eux pour elle, et Ogro Kichi domine carrément les imbéciles. Blitzo utilise son pouvoir pour transformer le sang en arme, et Earthy enchaîne avec ses compétences. Ils parviennent à vaincre l'ennemi sans perdre un seul des leurs, mais la dame chevalier a réussi à porter un bon coup à Ogro. Cela ne fait presque pas de dégâts, mais juste l'atteindre est impressionnant comme l'enfer. Juste à ce moment-là, le mage humain se prépare à lancer une attaque et supplie la dame chevalier de sortir de là. Spellsay dit que l'attaque du mage est un sort de niveau 5, et elle s'inquiète sérieusement qu'Ogro ne puisse pas gérer ça. Et pour aggraver les choses, la dame chevalier se sacrifie pour s'assurer qu'Ogro encaisse le coup de cette attaque magique. Le mage humain s'excuse et admet qu'il ne peut plus se retenir, alors il se déchaîne. Mais Ogro déclare qu'il a déjà gagné,
car il n'a pas l'intention de laisser la dame chevalière mourir. Puis la dame chevalier regarde avec admiration alors qu'Ogro lève habilement un bouclier magique. L'esprit de Spell 16 est également époustouflé car ce bouclier exige qu'il combine la magie de la disparition de niveau 3, un bouclier sous vide de son bras argenté et d'autres capacités. Ogro a dû donner tout ce qu'il avait, mais il a réussi à bloquer cette attaque de sortilège de dragon. C'est une victoire totale pour l'équipe d'Ogro, et il fait savoir que capturer tous ces combattants puissants est une sacrée affaire. Ogro organise un festin et gagne une quantité folle de capacités. Ensuite, les elfes célèbrent la victoire. Ogro va vérifier les nouveaux prisonniers, mais il n'allait pas très bien. Le jour 72, Ogro explique que grâce à ses boucles d'oreilles en place, les humains ne peuvent plus mentir ou cacher quoi que ce soit, donc ils ont obtenu beaucoup d'infos. L'elfe âgé demande ces infos et propose de payer avec de l'alcool. Et bien sûr, Ogro a sauté sur cette offre. Utilisant l'objet qu'Ogro lui a envoyé, il partage les informations qu'il a obtenues des prisonniers. Cela inclut les routes secrètes que les humains prévoient d'utiliser pour la prochaine embuscade, où ils vont frapper les elfes de toutes parts avec leur grand nombre. Armé de ces connaissances, l'équipage d'Ogro contourne les routes, pose des pièges et se détend dans une tranchée. Les troupes humaines sont dirigées par des chevaliers en armure complète et il y en a environ 500. Et pour couronner le tout, il y a une centaine de sorciers dans le mélange. Ogro explique que si les elfes les affrontaient de front, ce serait une bataille longue et difficile. Mais pour Ogro et son équipe, c'est pratiquement juste un entraînement. Ogro lance l'attaque, son équipe coupe les voies de fuite et réduit leur nombre avec des rochers. Il passe de 500 chevaliers à 300 en un rien de temps. Les pièges à fosse et les flèches continuent de les réduire jusqu'à ce qu'il reste moins de 100 chevaliers. Ensuite, Ogro est impressionné lorsque le chevalier commandant dit à ses troupes de construire un mur avec n'importe quoi qu'ils peuvent trouver, mettant ainsi le combat au pointe-mort. Alors Ogro a envoyé Ogro-Kichi pour affronter leur commandant. Les humains, bien sûr, ont riposté, mais Ogro a envoyé suffisamment de guerriers pour s'assurer que tous les chevaliers soient éliminés. La seule chose qu'Ogro se demande, c'est si Ogro-Kichi pourra se retenir. Mais Ogro-Kichi commence à démolir le commandant, et le commandant peut dire que tout chez Ogro-Kichi est insensé. Ogro félicite le commandant pour avoir bien combattu, mais à la fin, Ogro-Kichi l'emporte, et comme la dernière fois, Ogro organise un festin et gagne tout un tas de capacités. Ogro-Kichi dit que le commandant lui rappelle Ogro, mais Ogro ne le voit pas. Et tout à coup, Dami apparaît et annonce qu'elle veut avoir un enfant avec Ogro. Au jour 74, les chevaliers prisonniers pensent que d'être capturés vivants est plus humiliant que la mort. Leur commandant leur dit de se détendre, car ils ont de la nourriture et un endroit où s'installer, donc ce n'est pas si mal. Les chevaliers critiquent le commandant pour être d'origine plébéienne, disant qu'il ne comprendrait pas. Et toute cette affaire de prisonniers est une vraie honte pour les nobles comme eux. Plus tard, Ogro fait avouer au commandant pourquoi les humains attaquent les elfes. Il s'avère que tout le chaos a commencé parce qu'une princesse a été frappée par une maladie rare qui est fatale dans 99% des cas. Elle est promise à un roi d'un autre empire, alors il ordonne qu'un remède doit être trouvé. Les humains ont découvert le médicament secret des elfes, fabriqué avec la bénédiction d'un demi-dieu de la forêt. Toute cette fichue guerre se résume à la cupidité humaine. Plus tard, Earthy est en train de halluciner quand un truc de fou se passe pendant une séance de minage. Tout le monde se demande s'ils sont attaqués, mais il s'avère que l'eau a juste créé une source chaude. Ogro informe tout le monde avec enthousiasme que cela renforce leur pouvoir de guérison et élimine toutes les vilaines affections, en plus c'est super pour la peau. Tout le monde profite des avantages de leur nouvelle baignoire, et Ogro félicite Earthy pour l'avoir creusé. Le jour 75, Ogro a des inquiétudes, alors il a élaboré un nouveau plan d'entraînement en utilisant les prisonniers humains. L'idée est de leur faire travailler leurs compétences en leadership en dirigeant des batailles simulées avec de vrais soldats. Ils doivent donner des ordres à leurs soldats qui sont équipés et prêts, et ils gagnent s'ils peuvent battre le chef de l'autre groupe. Ogro lui-même se détend sur le côté, jouant le rôle du juge. Par exemple, Spells donne des ordres aux troupes de défense et Dami prend en charge les archers. Dami et Spells semblent assez forts en matière de leadership, mais Ogro-Kichi et Bloodzado ne réussissent pas à obtenir de victoire. Les humains qui regardent ne comprennent même pas ce qui se passe, car ce sont les gobelins qui s'entraînent à la stratégie militaire. Le commandant dit qu'il en a marre de jouer avec des os et espérer affronter Ogro en duel. Ogro est impressionné par son courage. Ce gars veut toujours le défier, même si tous ses amis continuent de perdre. Alors Ogro commence à avoir du respect pour le gars qu'il appelle le chevalier d'acier. Puis le gars est choqué quand Ogro le recouvre de mana. Ogro explique qu'il lui donnerait une raclée s'il ne rééquilibrait pas un peu les chances.
Ogro libère une partie de son pouvoir et le chevalier s'enthousiasme car il est clair qu'il est prêt à se battre. Ogro se précipite vers lui, mais le gars n'a jamais une chance car Ogro le détruit complètement. Ogro le soigne et Ogro Kichi déclare qu'il veut aussi se battre contre le chevalier d'acier. En regardant leur combat, Ogro peut voir qu'Ogro Kichi a également été inspiré par l'esprit du chevalier d'acier. Plus tard, le gaz explique qu'il vient d'un endroit avec beaucoup de demi-humains, donc il lui est plus facile de communiquer. Le chevalier d'acier remarque la diversité des races qu'Ogro a rassemblées et peut voir qu'il les a bien organisées. Il commence même à se demander si Ogro a été envoyé par une intervention divine. Ensuite, le gars renonce à être chevalier et annonce qu'il veut se battre pour Ogro. Ogro accepte, ce qui signifie qu'il n'est plus prisonnier, et Ogro prévoit de mettre son talent à profit. Ogro place la rousse sous la protection du chevalier d'acier et lui demande de lui enseigner des techniques de combat humain redoutables. Plus tard, l'ancien elfe accepte de s'occuper des humains blessés. Ogro veut savoir quel est le secret du médicament que les humains désirent tant, et l'ancien dit que c'est le même médicament qu'il a donné à Ogro auparavant. Apparemment, ce médicament est une véritable révolution, il peut guérir presque n'importe quelle maladie. Ogro n'arrive pas à croire que le vieil elfe lui ait donné quelque chose d'aussi précieux, mais l'ancien explique que leurs lois interdisent seulement de le partager avec les humains, pas avec l'ogre qui a sauvé sa fille. Ogro décide d'essayer le médicament pour la première fois, et cela lui donne une sensation bizarre, et lui accorde également un tas de capacités folles liées à la guérison. Ogro décide de donner une goutte de son sang à l'un des humains blessés. Le gars est carrément choqué car non seulement ses blessures guérissent, mais son mal de dos disparaît aussi. Ogro est aussi époustouflé car il réalise que toutes ces histoires de gains de capacité deviennent vraiment folles. Il vient de guérir ce type avec une seule goutte de sang, alors il se demande ce qui se passerait avec plus. Ce genre de pouvoir est d'un tout autre niveau, alors Ogro pense qu'il a peut-être atteint un territoire vraiment insensé. Le jour 81, l'équipe d'Ogro se prépare pour leur troisième affrontement avec l'armée humaine. Ogro tire directement sur quelqu'un avec une lance à 300 mètres de distance, puis puise dans son pouvoir pour produire un approvisionnement infini de lances. La bataille est terminée en seulement 20 minutes après que ce coup a atteint sa cible. Ogro utilise ensuite sa bave pour nettoyer tous les cadavres. C'est un spectacle troublant, mais tout le monde est d'accord pour dire que Bloodsado est un peu bizarre car elle semble apprécier cela. Le lendemain, les elfes commencent à chuchoter entre eux parce qu'Ogro a amené des humains pour rencontrer l'ancien. Ogro assure les humains que l'ancien est plus sympa que les autres elfes, et cela se confirme lorsqu'il leur offre des boissons et de la nourriture. L'ancien est ravi qu'Ogro ait repoussé l'armée humaine à bout, mais il ne cherche pas un combat prolongé. Il veut donc envoyer ses meilleures troupes à la prochaine bataille pour mettre un terme décisif à la guerre. Et comme l'aîné paie Ogro, ça lui va. Sur le chemin du retour au village, la dame chevalier dit clairement à Ogro qu'il a sa totale dévotion, donc elle aimerait avoir la permission de remplir son devoir en tant que chevalier du royaume. Elle demande s'il est d'accord pour envoyer un peu de médecine elfique secrète au royaume afin de soigner la princesse. Ogro pense à quel point ce serait super bénéfique d'avoir le royaume à sa merci. Mais il y a un problème. Dans ce monde, il y a 5 dieux vénérés, et ils sont incroyablement puissants, ce qui entraîne beaucoup de conflits religieux. Ogro est béni par le dieu de la faim et de l'origine, donc si quelqu'un comme lui fournit le médicament, cela pourrait poser encore plus de problèmes, mais il semble avoir une idée et dit au chevalier qu'il y réfléchira. Le 83e jour est celui de la bataille finale. Il y a 2000 soldats humains et avec les elfes qui nous rejoignent, l'équipage d'Ogro compte 650. Cette bataille ne sera pas comme les autres car s'ils fondent simplement, ils perdront tout de suite. C'est parce que l'un des mini-sangs d'Ogro a découvert quelque chose la veille. Les humains ont un groupe de 8 guerriers redoutables connus sous le nom de Rugald Ording. Ces gars sont considérés comme la force de combat ultime car les 8 sont bénis par les dieux. Ils ne sont pas juste forts seuls, ils augmentent aussi la puissance de ceux qui se battent à leur côté. Donc plus ils ont d'alliés, plus ils deviennent dangereux. Mais Ogro ne s'inquiète même pas quand il entend parler d'eux. Il se demande juste quel goût ils ont, c'est l'heure de la bataille et Ogro invoque directement son équipe de squelettes. Dombi se demandait si c'était une bonne idée puisque le soleil allait bientôt se lever, mais Ogro a expliqué qu'il avait fait quelques ajustements aux squelettes. Il dit à l'équipage d'Ogro Kitch de sécuriser le périmètre pendant qu'il emmène ses squelettes directement au centre. Ogro commence la bataille et les humains sont carrément choqués par le nombre impressionnant de squelettes. Les humains savent qu'ils doivent juste tenir bon car le soleil va se lever bientôt et c'est le cas, donc ils sont soulagés pensant qu'ils peuvent maintenant repousser ces squelettes.
Mais ils vont avoir une surprise car les squelettes ne disparaissent pas. Il s'avère qu'Ogro a recouvert ces squelettes d'une substance visqueuse pour qu'ils puissent se battre pendant la journée. Les squelettes tiennent bon, mais Ogro les envoie aider les autres car il a décidé de terminer les soldats restants lui-même. Alors qu'il se prépare pour une attaque folle, Ogro pense à la façon dont toute cette fichue armée va s'effondrer une fois qu'il aura éliminé ses troupes au centre. Pendant ce temps, un des braves s'approche, mais il est furieux parce qu'il doit faire partie de cette guerre ennuyeuse. Il pensait que les troupes devaient juste se battre plus fort, mais elles lui rappellent qu'elles ne sont pas aussi fortes que lui. Quand le brave voit Ogro se renforcer, il réalise que ce combat pourrait être intéressant. Les troupes sont carrément choquées en regardant Ogro rassembler beaucoup d'eau et de sang, puis il lance son attaque, détruisant tout le monde. Le combat a rendu Ogro affamé, alors il commence à dévorer. Mais ensuite, le gamin décontracté l'interrompt, voulant être le prochain à se battre. Ogro a entendu parler de ce type. Il sait qu'il s'appelle Filippo, le brave insecte des os. Mais Filippo n'aime pas quand quelqu'un qu'il ne respecte pas l'appelle par son titre, alors il s'énerve. Ce gamin a des yeux de démon, alors Ogro pense qu'il a été béni par le dieu des insectes démoniaques. Le gamin est en colère contre Ogro parce qu'il a gâché ses vacances ou un truc du genre. Ogro voit bien que le gamin fait son capricieux, mais la pression qui émane de son corps montre clairement que ce gamin sait vraiment se battre. Filippo peut voir qu'Ogro a une sorte de bénédiction, alors il veut savoir ce que c'est. Mais Ogro ne dit pas un mot. Ensuite, Filippo révèle qu'il a ces insectes qui mélangent sa bénédiction avec des trucs de nécromancie. Il les jette partout en expliquant comment il peut faire bouger les cadavres. Ce ne sont pas vos zombies habituels car ils peuvent supporter le soleil. Ogro suppose que ces insectes sont une sorte d'arme biologique détraquée. Filippo continue en disant qu'il y a une grande différence entre les courageux et les héros. Les héros sont beaucoup plus forts seuls et les combattants qu'ils soutiennent reçoivent aussi un énorme coup de pouce. Mais les héros ne peuvent booster que jusqu'à 10 personnes. Les braves, par contre, peuvent en booster des centaines. À ce moment-là, Ogro est époustouflé lorsque Filippo transforme les cadavres en monstres terrifiants. Filippo les commande d'attaquer, mais Ogro n'est pas impressionné. Il commence à les démolir comme si de rien n'était. Filippo est impressionné de voir comment Ogro les écrase avec aisance, alors il décide de prendre personnellement le contrôle des monstres. Le combat devient plus difficile, et maintenant Filippo est stupéfait par la rapidité avec laquelle Ogro peut se régénérer. Filippo se prépare à utiliser quelque chose dont Ogro ne pourra pas se remettre, alors il invoque un 1000 pattes gigantesque. Ce truc écrase carrément Ogro, et l'enfant explique que c'est son animal de compagnie préféré. Cet insecte est tellement célèbre qu'il a été qualifié de catastrophe naturelle. Il est super dangereux, son venin provoquant la mort avec juste une petite exposition, paralysant vos organes. Mais l'enfant est émerveillé parce qu'Ogro a survécu si longtemps. L'équipe d'Ogro commence à s'inquiéter car le venin a clairement commencé à faire effet. Ils sont tous entourés d'ennemis, donc personne ne peut aider. Filippo félicite son animal de compagnie alors qu'il traîne le corps sans vie d'Ogro vers lui, et il l'envoie terminer son autre tâche. Il est à peu près sûr que le combat est terminé maintenant, alors il pense à disséquer le corps d'Ogro pour comprendre quelle bénédiction il avait. Il cherche quelqu'un pour l'aider à déplacer le corps d'Ogro, mais il est choqué quand Ogro disparaît tout droit. Puis, sorti de nulle part, Filippo évite de justesse une attaque d'Ogro, et il se demande comment diable il a réussi à survivre. Ogro ne donne pas d'explication, alors le gamin suppose qu'il a utilisé un faux cadavre ou un truc du genre. L'animal de compagnie de Filippo est déjà très loin, alors il décide qu'il est temps de sortir sa première arme secrète. Filippo veut qu'il se présente formellement, mais Ogro n'est pas prêt à ce qu'il sache qui il est pour l'instant. Filippo se présente et fait savoir à tout le monde qu'il est classé numéro 7 dans tout le pays. Mais avant qu'il ne puisse finir sa petite intro, Ogro l'interrompt carrément avec une attaque. Le gamin subit une mutation folle et repousse Ogro. Maintenant, Filippo est tout énervé parce qu'Ogro l'a obligé à utiliser sa deuxième arme secrète avant même qu'il puisse libérer la première. Le gamin subit une transformation complète, mais cela le rend juste encore plus appétissant pour Ogro. C'est parce qu'il croit qu'un bon repas demande un certain effort. Ils commencent à se battre, et Filippo est choqué de voir qu'Ogro peut esquiver ses attaques tout en ripostant. C'est incroyable parce qu'Ogro n'a même pas traversé une sorte d'éveil épique. Ogro n'a aucune idée de ce qu'est ce réveil, et Filippo ne dit rien parce qu'Ogro ne coopère pas. Mais ça va pour Ogro parce qu'il sait qu'il peut faire parler le gamin. Ogro lâche la bombe qu'il a sa propre transformation d'insecte, mais Filippo ne le croit pas. Ogro utilise la puissance de son exosquelette pour se transformer, et Filippo est étonné car ce gars semble toujours avoir un truc en réserve. Ils se rencontrent dans le ciel pour se battre, et Ogro envoie le gamin s'écraser sur le sol. L'équipage d'Ogro termine de nettoyer une zone, mais Dombi a un très mauvais pressentiment à propos de quelque chose à proximité.
Filippo explique qu'il s'est bien amusé, mais qu'il est temps de s'arrêter. Ogro ne le laisse pas partir, mais le gamin dit que ce n'est pas sa décision. Il s'enfuit en affirmant qu'il court très vite. Ogro le poursuit, mais il doit s'arrêter et s'occuper du cadavre ambulant sans Filippo. Le gamin réussit à s'échapper, mais Ogro jure qu'il va le manger un jour. Dombi arrive, soulagé de voir qu'Ogro va bien. Il explique qu'il a envoyé une réplique qu'il a créée en mission pendant qu'il se battait avec Filippo. Il lui a donné un pouvoir de furtivité pour qu'elle approche quelqu'un discrètement et lui dise de ne pas bouger d'un pouce. Il s'avère que la personne à qui il parle est le futur roi du pays et le grand patron des forces armées royales. La réplique lui dit qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à continuer la guerre. Le commandant se demande qui il est, mais la réplique lui dit simplement de vérifier son armure. Le commandant perd complètement son calme quand la réplique explique que le flacon contient un médicament secret elfique qui va guérir la princesse. Le répliquant souligne froidement que leurs troupes peuvent désormais enfin arrêter de sacrifier leur vie pour rien. Pendant ce temps, Ogro sait qu'il aurait pu facilement éliminer le futur roi, mais il sait que cela aurait poussé le royaume à déployer toute sa force et à anéantir l'elfe. Il ne veut pas d'une guerre totale, alors il décide de ne pas le faire. Ogro a fait installer un mur défensif par Hearty afin qu'ils puissent mettre leurs blessés en sécurité. À proximité, certains humains sont carrément terrifiés lorsqu'ils rencontrent Ogro, mais il leur dit de continuer à avancer car la bataille est terminée et personne n'a besoin de perdre la vie. Ils commencent à penser qu'il y a des choses plus importantes à gérer. Ce soir-là, nous découvrons que 30 membres de Parabellum ont perdu la vie dans le combat. C'est un moment vraiment triste parce qu'il faut qu'ils soient correctement enterrés. Dans ce monde, il y a un risque que les morts reviennent comme des zombies ou des fantômes, alors ils doivent être incinérés. Les autres deviennent tous émotifs lorsqu'ils offrent des prières pour les braves guerriers qui se sont battus jusqu'à la fin. Chacun réagit à sa façon, mais Ogro ne se sent pas particulièrement triste. Cependant, il ressent le besoin de s'accrocher à sa vie aussi fort qu'il le peut, parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Le jour 84, nous avons découvert que la bataille récente avait donné à tout le monde une expérience de premier ordre, ce qui a conduit à des évolutions impressionnantes au sein de l'équipage d'Ogro. Obuji était à fond dans le jeu de guérison et a évolué en un demi-seigneur saint. Maintenant, il a cette compétence de mi-saint-seigneur appelée chant de coquille qui peut même être assez durable pour résister à 20 frappes d'Ogro. Hobfu s'est transformée en ghoul parce qu'elle adore la nourriture avariée, elle ne mange que des zombies et on est ce qu'on mange. Elle est toute excitée en parlant des gars, et Ogro est un peu effrayé par ce qui se passe dans sa tête. Mais ensuite, il est effrayé par les yeux de Hobmi sans visage, alors il lui demande de les garder fermés. Elle n'a jamais vraiment eu les compétences pour le combat direct, mais maintenant, elle est une Dodomki, une race qui se spécialise dans la magie illusoire pour le soutien au combat. Elle a des capacités utiles et Ogro est presque sûr qu'elle le surpassera même en matière de collecte d'informations. Les choses vont si bien que même certains de leurs hobgoblins plus faibles ont monté de niveau et sont devenus des ogres. Cette équipe s'engage étonnamment à devenir plus forte en l'honneur de leurs camarades tombés au combat. Ogro est super surpris car d'habitude les gobelins sont égoïstes, mais ces gars-là pleurent vraiment leur pote perdu et utilisent cela comme motivation. Le chef des kobolds est également monté de niveau et est devenu un kobold guerrier. Ce mec prétend avoir une apparence féroce comme Ogro, mais Ogro pense qu'il ressemble plus à un chef de la mafia qui vient de découvrir le cosplay. Il s'est même trouvé un vrai nom, et maintenant, il s'appelle Tsuji. Le vieil homme, Gobji, explique que les vrais noms sont des noms spéciaux, donnés à des individus d'un certain niveau. Si un ennemi apprend votre vrai nom, il peut lancer des sorts et des malédictions sur vous. Il est déconseillé de dire aux gens votre vrai nom parce que c'est comme leur donner votre derrière. Mais le chef kobold a décidé de partager son vrai nom avec Ogro en signe de loyauté indéfectible. Ogro décide donc de l'appeler Akita dorénavant. Ogro réfléchit à ce qu'il doit faire de leurs prisonniers et il décide de les libérer. Ceux qui n'ont nulle part ailleurs où aller peuvent rejoindre l'équipage d'Ogro à titre provisoire. Certains des prisonniers ne le sentent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Après tout, être un membre en probation signifie qu'ils sont inférieurs à un gobelin. Les choses s'enveniment lorsque les gobelins se sentent insultés par cette déclaration. Ogro admet que les 3 prisonniers sont plus forts que les gobelins, mais il fait plus confiance aux gobelins qui s'entraînent avec lui depuis le premier jour qu'à des inconnus qui viennent d'arriver. Ogro dit aux 3 qu'ils peuvent partir s'ils le souhaitent, mais ils préfèrent faire leurs preuves. Ils veulent se mesurer au chef du groupe de mercenaires, et s'ils gagnent, ils veulent prendre le contrôle. Ces idiots ont cru à tort que Dombi était le chef, et trouvent hilarant qu'un énorme ogre comme Ogro soit en fait aux commandes. Ogro doit calmer Dombi, et accepte de jouer le jeu avec ces idiots.
Ogro veut les affronter deux à la fois et il le traite d'arrogant. Tout le monde est épaté quand ils exhibent leurs armes et ce type pervers, Gobji, arrive totalement hors de contrôle, regardant le combat avec la main. Il explique qu'ils utilisent des armes sphériques et que certains autres membres de l'équipage pourraient aussi les utiliser. Ces armes orbes donnent aux utilisateurs un coup de pouce majeur en puissance et se réparent elles-mêmes lorsqu'elles sont endommagées. Ogro détruit instantanément les attaquants et bat quiconque ose le défier. Mais ensuite, ça se gâte quand Ogro est repoussé et tout le monde est choqué. Ce type qui ressemble à un gorille déclare qu'il est le nouveau leader, mais Ogro l'envoie valser. Ogro explique que le type a fait du bon boulot en le surprenant, alors il l'a laissé porter son attaque. Seul le mec à moitié d'ampère reste, mais il est introuvable. Ogro finit par trouver le type en train de demander à Dombi de devenir sa femme. Ogro le tabasse sans relâche, en pensant que l'idiot qui drague Dombi juste devant lui mérite encore pire. Il y a d'autres races qui ont l'air badass parmi les membres en probation, mais ils sont reconnaissants d'être libres de l'esclavage. Ogro donne à l'autre un peu de sang pour le soigner, mais ça le pousse à lui jurer loyauté et ça devient vraiment gênant. À la fin de tout cela, l'équipage d'Ogro se retrouve avec 50 membres supplémentaires en période de probation. Les membres en probation se confrontent à certains morts vivants d'Ogro et nous découvrons qu'Ogro a mis Ogrikishi en charge de leur formation. Mais ce n'est pas tout, car Ogro a trouvé de nouveaux forgerons pour travailler avec la jeune fille forgeron. Les petits gars soulignent qu'elle a beaucoup à apprendre, mais ils voient du potentiel en elle. La jeune fille forgeron n'est pas trop fan d'eux, mais la forge naine est de premier ordre dans ce monde. Il pourrait même être capable de fabriquer des équipements en mithril, alors Ogro demande à la forgeronne d'essayer. Ogro a récemment appris une compétence appelée synthèse. Il expérimente avec un orbe et ça fonctionne comme un charme. Ensuite, il utilise le chaos des morts pour créer un monstre, mais la satanée créature ne l'écoute pas et devient incontrôlable. Alors il doit l'éliminer. Il commence à utiliser la synthèse pour concocter de nouvelles capacités. Il combine une faiblesse à la lumière du soleil et une faiblesse aux dommages lumineux pour créer une faiblesse aux dommages causés par la lumière du soleil, mais il le regrette. Le 85e jour, ils commencent à rénover leur base. Ils priorisent les sources chaudes afin de pouvoir les offrir comme service à leurs alliés elfes. Le 86e jour, Ogre utilise les membres en probation pour tester les capacités synthétisées. Ainsi, en cas de décès accidentel, il y aura moins de drame. Mais Ogro pense qu'il a peut-être été un peu trop loin. Le 87e jour, les nains forgerons présentent à Ogro leur plus belle œuvre, un marteau de guerre spécial. Mais Ogro ne peut pas vraiment comprendre leur explication de ce qui le rend spécial. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'Ogu est né. Maintenant, il doit cacher sa présence quand il se promène dans les bois, car les créatures fuient devant lui. Ogro retrouve la dryade pour récupérer quelque chose, mais les autres fantômes lui disent qu'il va payer cher quand il deviendra clair qu'il ne faisait rien de bon. Le jour 88, Ogro annonce qu'ils vont planter des cultures. Il s'avère que ce qu'il a obtenu de la dryade, c'était un tas de graines magiques pour fruits et légumes. Elles poussent plus vite que les normales et ont meilleur goût tout en étant plus nutritives. Le 89e jour, certains des nouvelles recrues sont rentrés chez elles. Même les prisonniers de haute naissance se sont retirés, mais pas avant que Dombi ne les ait endoctrinés. Maintenant, ils ont des espions à l'intérieur, collectant des informations à la fois du royaume et de l'Empire. L'armée humaine a commencé à se retirer, alors l'ancien elfe remercie Ogro pour son aide. Ils organisent un énorme festin pour célébrer, mais Ogro se demande si c'était une bonne idée de l'inviter. Le doyen sait que leurs règles disent qu'il devrait éviter les étrangers, mais Ogro et son équipe sont leurs potes. Le doyen explique que son frère cadet a enfreint leur code il y a quelque temps, en quittant la forêt pour trouver un lien avec le monde extérieur. L'ancien voulait juste s'assurer que leur forêt serait un refuge sûr pour qu'ils puissent y retourner, et c'est grâce à Ogro. Les elfes deviennent tout émotionnels et la fête continue. Lorsqu'ils retournent à leur base, Earthy déterre le dernier des pierres spirituelles pour remercier Velvet et le carbuncle. Ogro décide de se régaler de ce dernier lot de pierres spirituelles et cela lui confère tout un tas de nouvelles capacités. Après cela, Ogro se met à l'œuvre pour un travail de fabrication sérieux. Il fusionne les os de squelettes noirs et ajoute du matériel de réplique pour se protéger du soleil. Et hop, il crée ce qu'il appelle un 1000 pattes squelette. Ogro prévoit de l'utiliser comme leur moyen de transport quand ils emmèneront les filles humaines dans une ville humaine. Les filles humaines commencent à paniquer, pensant qu'elles vont se faire virer, mais Ogro leur rappelle qu'il a promis de les ramener chez elles quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Même s'ils décident de rester, Ogro veut qu'ils retournent avant de prendre des décisions. Le jour 91, il termine la construction de la source chaude améliorée. Le chevalier remarque que la rouquine est toute distraite pendant l'entraînement et elle avoue qu'elle s'inquiète de retourner dans une ville humaine. Le chevalier reste en dehors de ça, mais il la rassure en disant qu'Ogro ne semble pas pressé de la renvoyer. Le jour 92, les filles rassemblent quelques affaires pour faire du troc en ville. Et à cet instant, Ogro réalise que la présence de ses filles,
qui partagent leur savoir avec lui, est une sacrée bénédiction. Le jour 93, elles organisent une fête pour aider tout le monde à faire connaissance. Ces 3 idiots de Pluto sont des ivrognes bruyants, prétendant qu'ils feront ce qu'ils veulent quand Ogro ira en ville. Mais ils laissent tomber une info, le royaume et l'empire méprisent les demi-humains, alors ils auront besoin de quelqu'un d'une famille noble pour les aider à entrer. Ce mec rouge agaçant propose son aide, mais Ogro le refuse. Le jour 94, Ogro divise tout le monde en 4 groupes. Leur mission est de recueillir des informations sur le monde extérieur, de gérer les problèmes au sein de l'équipe, et de monter en niveau. Mais surtout, Ogro veut s'assurer que personne ne meurt. Le jour 95, tout le monde se prépare à prendre la route. Chacun montre ses particularités uniques, et Ogro dit à Ogro Kichi de ne pas s'éloigner seul. Avec cela, tous les groupes se mettent en route. Ogro réfléchit à tout ce qu'il a appris en vivant dans la forêt, mais il sait qu'il doit continuer à avancer, car il y a encore beaucoup de proies formidables qui l'attendent pour les dévorer. Le jour 102, Ogro et l'équipage arrivent enfin à Train City. Maintenant, cet endroit est connu pour être super cool avec les demi-humains, mais quand ils voient Ogro arriver dans sa Lamborghini édition squelette, ayant l'air suspect, tout le monde perd la tête et se prépare au combat. Mais les filles parviennent à expliquer la situation aux gardes. Donc tout le malentendu est réglé. Ogro obtient le feu vert pour s'occuper de ses affaires en ville et louer une chambre. Une fois installé, il réunit toutes les filles humaines pour une vraie discussion. Pendant qu'ils se détendent en ville, il veut qu'elles prennent le temps de décider si elles veulent vraiment rester ici ou non. Il est d'accord avec toute décision qu'ils prennent, même s'il souhaite qu'ils restent avec lui pour toujours. Mais soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle ils sont tous ici, c'est parce qu'ils ont été carrément kidnappés et enfermés par la génération précédente de gobelins. Passons à autre chose. Le plan pour le reste de la journée inclut les autres filles qui se démènent pour vendre leurs produits en ville tandis que Rousse emmène Ogro au bâtiment de la guilde pour qu'il puisse s'inscrire. Bien sûr, quand les gens voient Ogro pour la première fois, ils perdent la tête parce qu'il est un ogre comme aucun autre. Alors Ogro les assomme tous pour éviter tout drame inutile. Malheureusement, quand il essaie d'enregistrer Parabellum comme un équipage de mercenaires officiels, la fille est déjà tombée dans les pommes sous le choc. Donc, comme la réception habituelle n'est pas disponible, ce vieux monsieur intervient et dit à Ogro qu'il doit remplir un formulaire d'inscription pour aventurier s'il veut être reconnu comme une équipe de mercenaires légitime. Une fois cela réglé, tout le monde décide de faire un tour dans les magasins pour acheter des vêtements neufs. Mais Ogro a d'autres plans et se déguise en sa forme humaine de sa vie passée pour se fondre et recueillir des informations. Les autres n'arrivent pas à croire qu'il puisse se transformer ainsi, mais Ogro les garde toujours en alerte, alors ils s'y habituent. Après avoir pris un encas, Ogro se retrouve à marcher dans une ruelle sombre et de nulle part, il se retrouve entouré par 6 voleurs. Maintenant, pour n'importe qui d'autre, c'est une sacrée raclée qui arrive, mais pour Ogro, c'est comme un dessert. Après avoir dévoré ces voleurs, Ogro monte de niveau avec un tas de nouvelles compétences liées à l'activité criminelle et il trouve ça un peu louche que les 6 portaient des bagues avec le même motif. Il se dit que ces mecs doivent faire partie d'un gros gang ou quelque chose comme ça et il ne veut pas s'embrouiller avec tout ça, alors il prévoit de se barrer très bientôt. Mais c'est là qu'il aperçoit un groupe de voleurs en train de racketter un chevalier de l'autre côté de la rue. Alors, ce chevalier a apporté l'argent qu'ils avaient exigé en rançon pour la personne qu'ils avaient enlevée, mais de nulle part, les voleurs décident qu'ils veulent plus de 3 fois la rançon ou ils menacent de faire du mal à la princesse. Ogro entend tout cela et normalement il aurait pu intervenir pour aider, mais kidnapper une princesse est un cauchemar politique et il veut juste passer un moment tranquille, pas se retrouver mêlé à tout ce bazar. Alors, il n'est pas intéressé à s'impliquer. Mais quand le chevalier réalise que les voleurs ne laissent pas partir la princesse, il essaye de se défendre seulement pour se faire attaquer par surprise et tomber comme un sac de pommes de terre. Les voleurs étaient sur le point de tuer le chevalier, mais ça dépasse ce qu'Ogro peut laisser passer, alors il intervient et les assomme tous. Une fois qu'ils sont à une distance sûre de la scène, Ogro pose le garçon et celui-ci commence directement à crier sur Ogo, le reprochant d'avoir laissé vivre ces salauds. Vous voyez, Ogro ne plaisante pas avec la clémence envers les criminels et il ne va pas tolérer que des gens ingrats crient sur leur sauveur. Alors il donne une bonne claque au garçon sur la tête. Ensuite, il dit au garçon qu'il a ses raisons de ne pas l'avoir encore sorti, mais s'il y a un problème sérieux qu'il ne peut pas laisser le public découvrir, il est libre d'appeler Ogro à tout moment pour obtenir de l'aide. Pour que ce soit bien clair, il révèle sa véritable forme d'ogre, s'assurant que le garçon sache que cette offre n'est pas une blague. Le garçon est tout confus, mais à la fin, il décide de demander de l'aide à Ogro. Une fois qu'ils se retrouvent, le garçon raconte tous les détails du problème. Lui et la princesse sont arrivés dans cette ville il y a quelques jours, mais ils ont gardé son arrivée discrète pour des raisons de sécurité. Mais cette princesse a vraiment pensé que c'était une idée géniale de s'échapper de ses gardes et de se promener seule en ville, ce qui l'a mené directement entre les mains de cette bande criminelle.
Ogro rassure le garçon qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter car il a déjà localisé la base de l'équipage. Le chevalier n'en revient pas, mais Ogro a utilisé un peu de son propre sang pour retrouver les voleurs qu'il a battus plus tôt, donc il sait que leur planque est une vieille maison abandonnée au milieu de nulle part. Avec ces informations, Ogro ne perd pas de temps et cible leur base, prêt à éliminer chaque voleur. Peu de temps après leur intrusion, il trouve la princesse enfermée dans la pièce du fond. Alors que le chevalier vérifie son bien-être, Ogro repère des papiers par terre qui révèlent clairement que tout ce kidnapping était planifié depuis le début. Une fois dehors, ils mettent le feu à la planque des voleurs et ce lieu s'embrase. Ogro dit au chevalier de garder toute cette affaire secrète comme si elle ne s'était jamais produite et de ne jamais rien dire au public, mais le chevalier insiste pour au moins rapporter quelque chose au roi. Donc Ogro doit demander un service et faire hypnotiser le chevalier pour qu'il garde sa bouche fermée. Le lendemain, Ogro reçoit un appel de Seiji qui a de bonnes nouvelles pour lui. La nouvelle génération de gobelins vient d'être livrée saine et sauve. Ogro est ravi d'entendre ça, mais aujourd'hui, c'est le jour où il découvrira si les filles veulent encore rester avec lui. Alors, il est un peu tendu, mais soyons honnêtes, il n'a pas de raison de s'inquiéter car elles sont déjà accros à lui. Il n'y a pas moyen qu'elles le quittent maintenant. Ils ont tous fait leur bagage pour retourner à la grotte, mais juste avant de partir, la princesse de l'autre jour arrête Ogro, disant qu'elle veut vraiment le rencontrer. Elle se présente de manière formelle et mentionne qu'elle a entendu dire qu'il est le chef d'une bande de mercenaires. Alors, elle a une mission importante pour lui. Elle veut qu'il l'escorte jusqu'à la capitale royale, et tout ce temps, Ogro a été super impressionné par la façon dont elle parle. Elle semble beaucoup plus mature qu'elle n'en a l'air et elle ne bronche même pas en présence d'un ogre terrifiant. C'est comme si son charisme était au maximum ou quelque chose comme ça. Mais même avec tout ça, Ogro la rejette quand même parce qu'il a d'autres projets et que la princesse est déjà bien entourée par un gang de gardes du corps. La princesse réplique en disant que ses gardes du corps sont carrément ennuyeux, alors elle veut quelqu'un comme lui à ses côtés. Ogro essaie d'expliquer pourquoi elle doit rester avec son groupe, mais elle n'écoute pas un seul mot, donc ça a complètement échoué. Le chevalier avance et mentionne qu'ils vont offrir à Ogro une plaque d'or comme récompense s'il accepte le travail. Mais ils ne veulent pas le forcer s'il ne peut vraiment pas aider avec la princesse, mais dès que les filles entendent parler de cette récompense de plaque d'or, elles commencent à harceler Ogro sans arrêt pour qu'il accepte la mission d'escorte. Habituellement, un travail d'escorte régulier paierait environ 10 000 or, mais cette plaque d'or vaut 1 million. Parler d'une affaire en or, donc Ogro finit par dire oui, parce qu'il veut se rendre de toute façon à la capitale royale. Mais quand ils sont sur le point de partir, Ogro remarque qu'aucun des gardes de la princesse n'est présent et cela lui donne une mauvaise impression. Il s'avère que la princesse a carrément laissé tomber ses gardes pour venir ici en solo, et maintenant un groupe de chevaliers est à sa recherche frénétiquement. Donc, si Ogro est surpris en train de traîner avec une princesse dans cette situation, il pourrait facilement être pris pour un kidnappeur. Mais il doit quand même respecter sa part du marché et l'escorter parce qu'il a déjà signé le contrat, et une fois que vous avez signé un contrat, vous ne pouvez pas le rompre. Pendant qu'ils sont sur la route, la princesse commence à embêter Ogro avec toutes sortes de questions sur le mille-pattes squelette qu'ils chevauchent et les animaux qu'ils aperçoivent au loin. Ogro garde son calme et répond à ces questions. Quant aux animaux, il décide qu'il est l'heure de déjeuner. Lui et Dami descendent pour abattre quelques animaux et cuisiner de la viande savoureuse. Il embellit même l'apparence du mille-pattes squelette, le rendant un peu moins intimidant. Mais il a beaucoup à gérer, car la princesse est une vraie casse-pied. Elle continue de se mettre en danger, faillit sauter de la calèche et embête les jumeaux pendant qu'ils cuisinent. Alors, Ogro doit lui donner une bonne claque pour la remettre en ligne et la faire se comporter pour une fois. Le voyage continue et il tombe sur un nid de serpents tortues. Ogro est excité parce qu'il veut mettre la main sur cette viande de serpent fraîche. Mais personne d'autre ne voulait donner un coup de main pour arracher les serpents de leur nid, alors Ogro a dû utiliser sa magie de la terre pour les découvrir tout seul. Une fois qu'il les a sortis, il commence à les abattre et dit aux jumeaux de préparer la sauce pour le festin. Et on dirait que la princesse a enfin eu un aperçu des bonnes manières grâce à la fessée d'Ogro. Elle propose d'aider les jumeaux à préparer le repas pour s'excuser de les avoir embêtés plus tôt. Ogro est ravi de voir que la princesse apprend enfin à s'entendre avec l'équipe. Et une fois que la nourriture est prête, ils s'assoient tous et se lancent dans un autre festin génial. Après cela, ils remontent dans la calèche pour continuer leur voyage. Et Ogro est beaucoup plus intéressé par la princesse après avoir vu son développement de caractère. Après avoir parcouru quelques kilomètres, ils prennent une pause rapide et Ogro décide de laisser le chevalier participer à l'entraînement du matin. Comme cela semble intéressant, la princesse dit qu'elle veut l'essayer aussi. Mais le chevalier n'est pas convaincu parce qu'il sait que l'entraînement peut être risqué et que la princesse pourrait se blesser. Mais la princesse connaît l'accord et rétorque en disant que ce serait vraiment utile pour elle d'apprendre l'autodéfense et d'être prête à gérer les menaces. Ogro finit par accepter de la laisser participer aussi, alors ils s'entraînent tous ensemble.
Et Ogro apprend quelque chose à propos des deux. Plus tard dans la journée, ils traversent les montagnes, discutant de la route qu'ils doivent prendre le lendemain. Passer directement par les montagnes est le moyen le plus rapide, mais aussi le plus risqué, donc le chevalier suggère de faire un détour le long de la rivière pour être en sécurité. Le chemin le long des falaises montagneuses n'est pas une plaisanterie à cause de ces aigles de falaise, mais Ogro n'en a jamais entendu parler. Alors le chevalier explique que ces aigles ont les ailes les plus puissantes autour du chemin montagneux. Ils volent comme l'éclair et ont des griffes empoisonnées. C'est pourquoi tout le monde essaie d'éviter ce passage de montagne. Mais dès qu'Ogro entend qu'il pourrait y avoir un monstre puissant à chasser et à manger, il a déjà décidé de partir en chasse. Le lendemain, il traverse directement le canyon et Ogro élimine facilement les aigles ordinaires. Il mange donc des aigles frits pour le petit déjeuner. Mais après cela, les choses deviennent sérieuses. Donc Ogro dit à tout le monde qu'ils ne sont pas autorisés à sortir de la voiture jusqu'à ce qu'ils le disent pour leur propre sécurité. Genre 1 heure passe, et ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en la capacité d'Ogro à gagner, mais ça fait une putain d'heure qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de lui, et certains commencent à s'inquiéter grave et tout ça. Mais Dami a une sacrée confiance en la compétence d'Ogro pour abattre l'aigle de Jade, et même si un truc de ouf arrivait et qu'Ogro finissait par casser sa pipe, elle sortirait direct pour buter cet oiseau elle-même pour le venger ou mourir en essayant. Juste à ce moment, ils ont réalisé que tout était devenu incroyablement silencieux tout d'un coup, alors ils ont ouvert les rideaux pour voir si la bataille était terminée. Mais mince, ils ont été carrément horrifiés quand ils ont vu qu'Ogro avait perdu son bras et que Jade Eagle l'attaquait encore. Mais même si on dirait qu'Ogro perd, il teste en fait simplement la force de cet aigle. Donc maintenant qu'il a fini de plaisanter, il devient sérieux, attrape son bras coupé et le mange pour se régénérer. Et puis, il se transforme et tue cet aigle d'une seule attaque. Alors, après la mort de l'oiseau, Ogro trouve une pierre spirituelle à l'intérieur qui apparemment est une super rare trouvaille. Les filles lui disent de ne pas la manger parce qu'elle vaut l'équivalent en or d'un pays entier. Après cela, Ogro mange un peu de cette viande d'aigle de Jade et acquiert beaucoup plus de compétences et une toute nouvelle transformation grâce à elle. Mais alors qu'il est encore en train de s'examiner, la princesse arrive avec une autre question. Elle observait Ogro depuis un certain temps maintenant, alors elle se demandait pourquoi diable il mange toujours tout ce qu'il tue. On a déjà posé cette question à Ogro dans sa vie passée, mais la réponse est toujours la même. Il mange tout ce qu'il tue pour porter le poids et le ressentiment de toutes les âmes qu'il a prises. Et il n'a pas l'intention de changer d'avis de sitôt. Le jour 109, notre équipage arrive dans un village et tous les habitants sont carrément terrifiés par Ogro. Dans les endroits où il n'y a que des humains, Ogro a entendu dire qu'il déteste carrément les demi-humains. Mais ensuite, Ruberia montre le blason de sa famille pour calmer tout le monde. Alors l'équipage reçoit un accueil chaleureux et est emmené au meilleur endroit du village, la gigantesque cascade. Après s'être détendu dans une source chaude toute la journée, le village organise une fête pour montrer leur reconnaissance. Pour les remercier de leur hospitalité, Ogro sort son alcool et le partage avec les villageois. Mais un villageois devient un peu trop tactile, alors il goûte à la colère de Domi. Pour détendre l'atmosphère, Ogro propose un concours de boissons et le gagnant remporte 4 plaques en argent comme prix. Le problème, c'est qu'Ogro ne peut pas se saouler, alors tout le monde finit par s'évanouir en essayant de le surpasser. Pendant qu'ils sont assommés, Ogro mange du poisson et acquiert des capacités impressionnantes. Le jour 110, il quitte le village et Ogro remarque que les jumeaux ont l'air un peu pâles. Ils expliquent que c'est parce qu'ils ont cuisiné pour beaucoup de gens pendant le festival. Donc Ogro propose de s'occuper de la cuisine pour la journée afin qu'ils puissent se reposer. Le 111e jour, tout le monde est choqué et dit à Ogro d'arrêter le chariot. Il s'avère que les jumelles sont enceintes des bébés d'Ogro. Ogro panique et contacte Gobji parce qu'il ne sait pas quoi faire. Les ventres des jumeaux se sont gonflés très rapidement, alors il se demande s'il serait bien de les renvoyer au village. Malheureusement, Gobji a expliqué qu'ils n'arriveront pas à temps. Les enfants d'Ogro siphonnent la nutrition des ventres des jumeaux et sont sur le point de sortir d'une minute à l'autre. Si les jumeaux étaient des ogres, ce serait parfait, mais les corps humains sont trop petits. S'ils ne reçoivent pas assez de nourriture, leur ventre pourrait éclater. Il n'y a pas assez de temps pour revenir au village, alors Ogro commence à chercher un endroit à proximité pour qu'elle puisse accoucher. Les jumeaux ont très mal, mais ils disent à Ogro de ne pas s'inquiéter et promettent de bientôt mettre au monde ses enfants. Mais quelques instants plus tard, tout le monde commence à paniquer car les jumeaux ont l'air beaucoup trop maigres. Ils deviennent extrêmement faibles et la potion de vie de l'alchimiste ne leur fait aucun effet. Ils sont désespérés de trouver quelque chose avec plus de nutriments pour les maintenir. C'est alors qu'Ogro a une idée folle. Il sait que ça va être dur pour les jumeaux, mais ils n'ont pas beaucoup d'autres options. Ogro arrache carrément son propre bras et leur dit de manger sa chair. Tout le monde reste bouche bée, mais c'est le seul moyen de leur donner l'énergie dont ils ont besoin. Pas le temps de le cuire, alors ils doivent le manger cru. Les jumeaux refusent de laisser Ogro souffrir, mais les autres font remarquer qu'il peut régénérer son bras.
Les filles n'en veulent toujours pas, alors Ogro prend un morceau de sa propre chair et le leur donne lui-même. Il dit qu'elles peuvent le détester plus tard, mais qu'il ne les laissera pas, elles ou leurs enfants, mourir. Après les avoir nourris, Ogro trouve une grotte convenable. Il y a des ours qui se détendent là-bas, mais Ogro demande aux 3 seigneurs de s'en occuper. Il utilise ses capacités pour faire des lits de fortune, mais bon sang, les ventres des filles sont si énormes qu'on dirait qu'ils sont sur le point d'éclater. Ogro utilise ses pouvoirs de guérison et un peu d'anesthésie pour soulager leur douleur, mais il ne sait pas combien de temps cela va durer. Finalement, l'un des ventres cesse de grandir et Ogro utilise l'un de ses mini de sang pour envoyer des nouvelles à Seiji. Il dit que ce qu'il va faire sera utile pour leur équipe, donc il veut que Seiji fasse bien attention. Il endort un des jumeaux et utilise ses pouvoirs pour créer un scalpel. Il se rappelle de continuer à guérir et à endormir, et Ogro commence la procédure. Un peu plus tard, nous voyons que les jumeaux ont donné naissance à un petit garçon et une petite fille. Grâce au sang et aux capacités d'Ogro, tout s'est bien passé et les blessures des jumeaux ont déjà guéri. Ogro est content de ne pas avoir perdu les jumeaux et se sent extrêmement fier d'être père. La princesse tient un des bébés et dit qu'ils ressemblent à des singes, mais qu'ils sont quand même super mignons. À ce moment-là, Gobji demande directement à voir les bébés parce qu'il pense qu'ils pourraient être une sorte d'ogre de sang mêlé ou quelque chose comme ça. Et il s'avère qu'il a raison, car ils ont tous les deux des cornes. Donc, Gobjai explique qu'il peut enlever ses cornes pendant que les bébés sont encore petits. Selon lui, lorsqu'un poussin humain donne naissance à un enfant demi-humain, il prend généralement après la même race que le père. Mais une fois sur 1 million de cas, il y a cette race spéciale appelée sang mélangé qui entre en jeu. Ces gens de sang mêlé ont un pouvoir sérieux, mais les deux races les considèrent comme carrément désagréables. Le mieux qu'ils puissent faire est de vivre comme des monstres nuisibles. Ogro apprécie tout le savoir que Gobjai lui a transmis, mais cette fois, il prend sa propre décision. Si ses enfants finissent par devenir des monstres parce que tout le monde les déteste, il leur donnera quand même de l'amour. Et Seiji le soutient, disant que tout le monde à Parabellum ressent la même chose. Il y a une autre chose étrange à propos de ces enfants, c'est qu'ils ont des orbes sur leur corps. Ogro pense que c'est probablement parce qu'il a beaucoup d'orbes et de sphères de dragon en lui. Alors, il décide de nommer la fille Oro et le garçon Argento. Les jumeaux Felicia et Alma vont très bien, et Ogro les félicite d'avoir mis ses enfants au monde. Il veut être avec eux en famille à partir de maintenant, et ils ressentent tous la même ambiance. Avance rapide jusqu'au jour 112, et Ogro est en mission pour trouver un monstre incroyablement fort qu'il n'a jamais vu auparavant. Alors, il part explorer seul. Après un moment, il se retrouve face à face avec cette bête qu'il a décidé d'appeler un cerf blanc. Rien qu'en le regardant, Ogro peut dire que c'est un monstre de niveau boss. Et même s'il se donne à fond, il n'a qu'une chance sur 3 de s'en sortir. Mais Ogro n'a pas ressenti la peur de la mort depuis très longtemps. Alors ça le motive. Ogro passe en mode bête, mais il est surpris lorsque le monstre ne l'attaque même pas. Puis, sans prévenir, cette bête perd ses bois et s'enfuit en courant. Ogro pense à se goinfrer de ses bois pour acquérir des capacités impressionnantes, mais son instinct lui dit qu'il devrait les donner à ses enfants à la place. Après quelques explorations supplémentaires, Ogro tombe sur cette force conjointe. C'est un groupe d'humains et de demi-humains qui se battent dans un combat. Ogro peut dire que cette équipe a beaucoup d'expérience et il est clair qu'ils sont le groupe le plus fort qu'il ait vu dans ce monde. Mais leur cible est un monstre boss qui se défend bien. Ils ont éliminé un tas de bêtes, mais maintenant le boss est sur le point de tout finir avec une attaque magique super puissante. Juste quand ça devient intense, Ogro détruit carrément cette bête ridiculement puissante avec sa nouvelle arme de bras. Ogro était un peu nerveux à l'idée de sortir ce coup, mais il voulait sauver le groupe pour pouvoir avoir une confrontation avec eux. Maintenant, le problème est qu'il n'est pas sûr s'il peut faire entrer ce monstre gigantesque dans son espace de stockage. Mais ça rentre, alors il se concentre sur le groupe. Il y a un humain qui se lève pour les protéger et cela fait réfléchir Ogro. Il commence à se demander si ce gars aurait été capable de vaincre le chef si Ogro n'était pas intervenu. Ogro n'est pas sûr pourquoi, mais il y a quelque chose chez ce gars qui lui donne l'impression qu'il aurait gagné. Alors, Ogro rend hommage au type pour avoir assuré pendant le combat. Ogro décide de ne pas les dévorer et, à la place, il fait comme s'il avait été envoyé par quelqu'un pour éliminer le monstre boss. Il demande s'ils sont d'accord pour qu'ils prennent le cadavre du monstre et, en échange, il propose de soigner leurs blessures. Ils acceptent, alors Ogro emporte le monstre et chacun prend son chemin. Le gars est carrément étonné qu'une créature comme Ogro existe. Il peut dire qu'Ogro n'a pas encore atteint le niveau épique, mais quelque chose l'a figé sur place. Une fille pense que c'est à cause de ses blessures, mais c'est carrément la peur. Il s'avère que ce mec a une capacité appelée Voix de la Mort, et elle lui a montré le pire résultat de tenter de combattre Ogro. Ils auraient tous fini par perdre la vie. Après avoir croqué ce boss et obtenu plus de pouvoir, Ogro retourne finalement à la grotte. Ses enfants marchent déjà, et ils sont tous excités de l'accueillir chez lui. Alors, Ogro les appelle des sacrés génies.
Il leur donne la corne de cerf et il peut tout de suite dire que leurs capacités ont beaucoup augmenté. Ogro et la fille rousse l'essaient aussi, mais il est vraiment choqué quand ils obtiennent tous les deux capacités avec des symboles étranges. Et tenez-vous bien, il a suffi d'un petit morceau de la corne pour que cela se produise. Maintenant, Ogro panique, pensant qu'il a vraiment tout gâché. Il est clair comme de l'eau de roche que ce cerf blanc n'est pas une créature qu'il pourrait combattre en ce moment. Ce soir-là, le niveau d'Ogro dépasse à nouveau la limite, et il remplit toutes les conditions pour une nouvelle évolution. Désormais, il peut se transformer en cette espèce éteinte appelée Seigneur Apôtre. Ogro décide de le faire et il obtient un véritable nom, Yaten Doji. Apparemment, il est censé obtenir des pouvoirs aussi, mais certaines conditions ne sont pas encore remplies. Il ne les obtiendra que lorsqu'il remplira ces conditions. Et en plus de tout ça, 8 membres de l'équipage d'Ogro sont nommés généraux démoniaques. Et le lendemain matin, tout le monde est complètement choqué en voyant la nouvelle évolution d'Ogro. Après qu'Ogro ait monté de niveau et obtenu sa nouvelle forme, ils reprennent la route le lendemain pour continuer à avancer dans leur voyage. Et plus de femmes sont enceintes maintenant. Et cette fois, c'est l'alchimiste et la forgeronne. Mais Ogro a déjà vécu cela auparavant, donc il connaît l'affaire. Il dit qu'ils vont faire un arrêt près de l'eau. Cette fois, le processus de naissance se passe beaucoup plus facilement, et en un rien de temps, Ogro devient un fier papa de 4. Et maintenant que l'alchimiste et le forgeron ont fait naître les enfants d'Ogro, ils reçoivent aussi des noms officiels. Ainsi, nous découvrons enfin que le forgeron s'appelle Emry, et l'alchimiste s'appelle Spinel. Emry donne naissance à un orc haute badass, et Ogro le nomme Oniwaka. Spinel a une fille humaine normale, et Ogro la nomme Nicolas. Le lendemain, ils arrivent à leur arrêt final, le purgatoire. Une fois arrivés, Ogro demande à la princesse de se déguiser pour que personne ne la reconnaisse en ville. Ensuite, le chevalier pense qu'elle est magnifique dans le déguisement. Mais Dombi n'est pas sûr pourquoi un déguisement est même nécessaire. Ogro explique qu'il se rapproche vraiment de la capitale royale, donc cela provoquerait une grosse agitation si quelqu'un l'a repéré ici. Pour l'instant, Ogro veut que toutes les nouvelles mamans se détendent et se reposent pour la journée, pendant que les autres se dirigent vers la guilde des aventuriers pour rassembler des informations. Et bien sûr, les 3 seigneurs doivent venir, sans poser de questions. À la guilde, Larousse est ravi de voir qu'ils ont une zone d'entraînement gratuite et veut l'essayer. Et devinez quoi? Quelques aventuriers sont fascinés par l'air robuste d'Ogro. Ils lui demandent de se battre. Ogro n'est pas contre l'idée, mais il sait qu'il pourrait mettre ses aventuriers à terre en un rien de temps, alors il a une idée différente. Il dit aux aventuriers qu'ils peuvent se battre avec les 3 seigneurs à la place. Et pour rendre ça intéressant, il ajoute que si l'un d'eux parvient à gagner, il leur offrira 5 plats en argent. Cela motive les aventuriers. Maintenant, les 3 seigneurs doivent se défendre contre une armée de challengers. Dombi pense que tout cela a l'air génial, mais elle sait qu'elle tuerait tout le monde si elle participait, alors elle fait le guet. Dès que le combat commence, les aventuriers réalisent qu'ils sont fichus parce que les seigneurs sont juste trop puissants. Alors Ogro en profite pour se présenter comme le chef de Parabellum et annonce qu'ils sont un groupe de mercenaires redoutables avec les guerriers les plus impressionnants que vous ayez jamais vus. Il distribue ses cartes de visite comme un pro, puis ils se dirigent tous vers le marché pour faire le plein de fournitures. Pendant qu'ils sont là, Ogro repère quelque chose de très intéressant, un appareil photo. Et puisque qu'il en a déjà vu un dans son monde d'origine, il l'attrape sans hésiter. Quand ils sont de retour à l'auberge, il s'amuse à prendre des photos de ses bébés. Ce soir-là, Ogro pense au voyage qui les attend encore avant d'atteindre Swal. Ils vont mettre quelques jours pour y arriver une fois qu'ils quitteront cet endroit et il est un peu inquiet des ennuis qu'ils pourraient rencontrer à leur arrivée. Il réalise aussi que, avec tout le drame autour du bébé, il n'a pas gardé contact avec les autres. Donc il décide de les contacter dès que possible. Tout d'abord, il se rend chez l'équipe de Bloodsado pour voir comment ils s'en sortent. Bloodsado dit que tout va bien de leur côté, mais Spellsae a commencé à acheter des livres en masse. Ogro ne se souvient pas d'avoir donné un budget pour tous ses achats, mais Spellsae lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'avère qu'elle a trouvé un bug qui lui donne de l'argent infini, alors elle utilise les elfes qu'ils ont avec eux comme appât. Quand des bandits apparaissent pour les enlever, Spellsae vole simplement les bandits et réinstalle tout le système. Ogro ne peut pas discuter avec ses stratégies, alors il lui dit juste de ne pas attirer trop d'attention. Ensuite, Ogro rejoint l'équipe de Dodam et elle lui dit qu'elle a rassemblé toutes les infos qu'elle peut. Ogro est heureux d'entendre qu'elle travaille dur, mais il lui dit aussi de prendre une pause de temps en temps. Après cela, il contacte le groupe 4, mais ils n'ont jamais eu de leader clair, alors ils continuent de se disputer sur ce qu'il faut faire ensuite.
Pour résoudre cela, Ogro nomme aléatoirement Obren comme chef et lui souhaite bonne chance avec le nouveau travail. Le seul équipage restant pour qu'Ogro espionne est l'équipe d'Ogrekic, mais quand il met ses boucles d'oreilles pour essayer d'avoir une vue, il voit directement une image de lui-même se faisant couper en deux. Il ne sait pas quoi en penser, mais c'était tellement choquant qu'il fait faire un détour à tout le monde pour qu'il puisse vérifier Ogrokichi en personne. Il informe la princesse du changement de plan, et même si cela signifie ajouter 2 jours supplémentaires à la mission d'escorte, elle est d'accord. Elle ne s'inquiète pas parce qu'ils sont déjà en avance sur le planning, donc un petit détour ne va pas gâcher les choses. Ogro félicite la princesse pour être si compréhensive, et avec tout le monde sur la même longueur d'onde, ils se dirigent tous vers la ville labyrinthe de Gryphos. Et en chemin, Ogro s'éclate avec ses copines, passant du bon temps. Pendant ce temps, Domi regarde ce vieux collier qu'elle a toujours. Et lorsqu'Ogro la rejoint à l'avant, il reconnaît le collier qu'il lui avait offert quand il était encore un gobelin chauve. Ça ne fait que 4 mois, mais ça lui rappelle des souvenirs parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. Ogro continue de monter de niveau et de devenir plus fort, tandis qu'elle est toujours juste une dampire. Et en plus de tout ça, elle roule avec lui depuis le 4e jour, prenant tous les coups durs, mais elle n'est toujours pas enceinte de son bébé. Ogro lui dit que peu importe à quel point il devient musclé, il ne l'oubliera jamais. Qu'elle lui donne un enfant ou non, cela ne changera pas ses sentiments pour elle. Le lendemain, Ogro et l'équipe arrivent à la cité labyrinthe de Gryphos, et Ogrokichi est probablement en train de se détendre dans le donjon. Alors Ogro y va pour voir ce qui se passe, et quand il arrive à l'entrée, il voit 2 aventuriers courir pour leur vie. Ils avertissent Ogro de ne pas entrer parce qu'il y a un minotaure incontrôlable là-dedans. Ogro va voir le maire de la ville et lui dit que le minotaure dont tout le monde parle pourrait être son pote. Le maire lui fait savoir qu'ils ont déjà envoyé une équipe d'aventuriers dans le donjon pour s'occuper du minotaure parce qu'il causait de gros problèmes. Alors, ils retournent à l'entrée pour jeter un coup d'œil à la situation. Pendant qu'ils se détendent à l'entrée, ils entendent quelque chose venir vers eux. Et devinez quoi? Ce sont Ogrokichi et Urti qui ont grandi à des proportions massives. Urti assomme un des aventuriers envoyés pour les éliminer, mais elle assure à tout le monde que le type n'est pas mort, juste complètement assommé. Ogro demande une explication sur ce qui s'est passé et qui a conduit Ogro à se voir se faire tuer, alors Urti explique. Ils étaient profondément dans le donjon au niveau le plus bas quand ce monstre rare appelé le miroir de l'esprit les attaque directement. Ce monstre ne plaisante pas. Il peut se métamorphoser en la chose la plus forte que son adversaire puisse imaginer, alors il prend la forme d'Ogro lui-même. Ogrokichi était sur le point de se faire botter le derrière, mais juste au moment où il est sur le point de mordre la poussière, il évolue en un minotaure badass et puise dans une puissance sérieuse pour arracher la victoire. Ce qu'Ogro a vu, c'est le moment exact où Ogrokichi a vaincu ce mimique. Donc, en gros, tout ce drame aurait pu être évité si Ogro avait simplement passé ce 2e appel. Maintenant, Ogrokichi est une toute nouvelle race de minotaures et Urti est un véritable seigneur de la Terre, donc Ogro est content que ses soucis n'aient servi à rien. Puisqu'on est en ville, de toute façon, on pourrait aussi bien rester ici pour la nuit. Mais avant cela, Ogrokichi lance un défi à un combat. Ogro savait qu'Ogrokichi voudrait se battre, alors il creuse ce trou énorme pour mettre en scène le combat. Ogrokichi a passé d'innombrables heures à terrasser des monstres impressionnants dans le donjon, tout ça pour devenir suffisamment fort afin de vaincre Ogro et se tenir à ses côtés comme un véritable ami. Ogro est touché par la détermination incroyable d'Ogrokichi, alors il se prépare à offrir à Ogrokichi le combat de sa vie. Ils se chargent l'un contre l'autre et Ogrokichi repousse Ogro avec force lors de son premier coup. La hache qu'il manie est tellement lourde et solide que personne d'autre qu'Ogrokichi ne pourrait même la soulever. Mais Ogro est pris par surprise lorsque Ogrokichi essaie de le trancher avec. Il parvient à bloquer, mais ensuite il y a cette explosion de feu à laquelle il ne peut pas échapper et Ogro se retrouve brûlé. Maintenant, Ogrokichi peut manier à la fois le feu et la foudre en même temps grâce à son évolution. Ogro peut ignorer la foudre parce qu'il y est résistant, mais il doit encore s'inquiéter du feu parce que ses résistances ne le couvrent pas. Ogrokichi a une puissance de feu sérieuse en ce moment, probablement plus qu'Ogro, et Ogrokichi ne lui laisse pas un instant de répit alors qu'il charge à nouveau. Ogro commence à s'y mettre. Alors qu'il se heurte à nouveau à Ogrokichi, il décide de libérer ses autres éléments et de préparer une attaque sournoise contre Ogrokichi. Mais mince, l'attaque échoue parce qu'Ogrokichi renverse la situation et contre-attaque ce truc. Puis Ogrokichi réalise cette manœuvre surprise appelée Phantom Bolt. Cela cause toutes sortes de problèmes à Ogro, il est donc obligé de sortir l'une de ses nouvelles capacités transcendantes. Ça amplifie complètement tous ses pouvoirs. Avec ce coup de pouce supplémentaire en force, Ogro renverse Ogrokichi et commence à le bombarder avec une rafale d'attaques de lance. Ogrokichi a du mal à suivre les coups d'Ogro, alors il se donne à fond et s'enflamme pour riposter. Le mur de feu perturbe la vision d'Ogro, donc il n'a aucune idée d'où vient Ogrokichi.
Et voilà, Ogrokichi apparaît au-dessus de lui. Ogro tente de riposter avec une pluie de pierres, car Ogrokichi ne devrait pas pouvoir esquiver alors qu'il est en l'air. Mais bon sang, Ogrokichi utilise juste son bouclier pour tous les bloquer alors qu'il retombe au sol comme une foutue météorite. Quelques rochers d'Ogro parviennent à toucher Ogrokichi, mais cela ne fait que le rendre plus déterminé à réussir son attaque météore. Mais merde, il n'a pas pensé au fait qu'il y a des gens qui regardent et qui pourraient être pris dans sa flambée de gloire. Une fois la poussière retombée, Ogrokichi se rend compte qu'il a merdé. Ogro a utilisé ses compétences de contrôle de l'air pour contenir les flammes dans l'arène. Mais alors qu'Ogro peut rebondir après à peu près n'importe quoi, la petite crise d'Ogrokichi a mis en danger les gens ordinaires, même les enfants d'Ogro. Alors Ogro ne laisse pas passer ça. Il utilise ses pouvoirs démoniaques pour geler Ogrokichi sur place, puis il utilise son énorme poing marteau pour lui faire comprendre quelque chose. Il veut s'assurer qu'Ogrokichi ne fasse plus jamais une bêtise pareille. Mais même en le frappant, Ogro ne peut s'empêcher de penser à la première fois où il a dû donner une leçon à Ogrokichi. À ce stade, il n'est même plus en colère. Et espérons que Ogrokichi reviendra sain et sauf sur ses terres après avoir été lancé comme ça. Le jour 121, notre équipe arrive enfin à la capitale royale d'Oswal. Ogro raconte que son combat contre Ogrokichi a duré jusqu'au matin suivant. La capitale impressionne Ogro et Ruberia explique que leur sagesse est ce qui a fait croître et prospérer la ville. Elle remercie Ogro pour l'avoir soutenu et protégé pendant le voyage et décide de lui offrir une récompense spéciale. Alors, ils se détendent tous dans son palais et profitent d'un festin incroyable. Cette nuit-là, l'alchimiste n'avait pas envie de toutes les choses chics, parlant de tout l'espace qu'ils avaient et de la douceur des lits. C'était difficile pour les filles de dormir dans des chambres si élégantes, mais les bébés n'avaient aucun problème avec ça. Le jour 122, en plus de le payer pour son aide, Ruberia donne à Ogro sa récompense qui est une note l'approuvant. Cela signifie qu'il peut se promener dans la capitale sans souci. Ogro devient très sérieux et souligne qu'elle le connaît à peine. Il se demande comment elle peut être si sûre qu'il n'en abusera pas. Alors Ruberia explique qu'elle a bien compris son caractère. Elle a remarqué qu'il est efficace en affaires et au combat et qu'il pèse soigneusement les risques et les récompenses lorsqu'il prend des décisions. Ruberia pense qu'un gars comme lui ne serait pas assez stupide pour se faire un ennemi de son royaume. Ogro réalise maintenant à quel point Ruberia peut être froide et calculatrice. Elle a fait semblant d'être innocente pendant tout le voyage, mais elle l'a observé tout ce temps. Et sa récompense lui profite aussi, car faciliter son retour au royaume signifie qu'il sera plus facile pour elle d'utiliser à nouveau ses services. Ogro est pris au dépourvu par tout cela, mais il est content d'avoir un ami qui est un stratège aussi avisé. L'équipage d'Ogro se prépare à partir, et le bras droit de Rubelia explique que les gardes ne laissent pas Rubelia leur dire au revoir. Ogro dit qu'ils ont déjà dit leurs adieux et dit à l'enfant de continuer à s'entraîner dur. Le groupe d'Ogro s'en va et il nous révèle qu'il a placé ses répliques de sang partout dans la capitale royale. Il sait qu'ils reviendront un jour, mais pour l'instant, il déclare qu'il est temps de retourner dans leur village. Le jour 124, Dami se sent toujours mal parce qu'elle ne devient pas plus forte et est coincée au niveau 89. Mais Ogro la rassure en lui disant qu'il ne laisse personne derrière et lui propose de s'entraîner avec elle quand elle veut. Il lui dit de ne pas être timide, alors elle accepte et lui demande son aide. Ogro arrête carrément la calèche et dit à tout le monde de participer à l'entraînement de Dami. Il invoque des géants et Dami décide de continuer à s'entraîner, même si cela ne signifie pas qu'elle va évoluer. Elle s'y met à fond, éliminant plus de 30 des bêtes d'Ogro, et elle finit complètement épuisée. Dami est déçue car elle n'a pas encore évolué, mais Ogro lui assure qu'elle a fait du bon travail. Ils appellent ça une journée, mais ensuite elle s'effondre de nulle part. Ogro la ramène aux autres, mais il commence à se sentir très somnolent aussi. L'alchimiste explique que c'est probablement un épuisement de mana, ce qu'Ogro n'avait jamais expérimenté auparavant car il a tellement de mana. Il est content que cela ne soit pas arrivé lors d'une véritable bataille et il se prépare à dîner. Cette nuit-là, Dami voit des trucs d'écran noir dans ses rêves. Le jour 125, Ogro est carrément choqué de voir que Dami a évolué en une variante noble de vampire et son véritable nom est Ekaterina. Elle dit à Ogro qu'ils sont officiellement mari et femme maintenant, mais elle ne peut s'empêcher de rire en agissant de manière noble. Ogro est contente d'avoir pris de la force, mais il est encore plus heureux de la voir rire à nouveau. Le jour 126, ils sont enfin de retour dans la forêt où ils sont nés. Ogro dit qu'il lui manque leur sombre et humide grotte, parce que même si ce n'est pas grand chose, ce sera toujours à la maison. Quand ils arrivent, tout le monde est super choqué parce que leur petite grotte a beaucoup changé. Il ne fait plus sombre et humide, et les autres groupes expliquent qu'ils ont fait des rénovations. D'habitude, c'est Ogro qui réserve toutes les surprises, alors ils ont pensé que ce serait cool de le surprendre pour une fois. Le fou Hopfu félicite les tourtereaux Ogrokichi et Urti pour leur travail acharné.
Mais ils disent tous que c'était un effort d'équipe. Ils font un petit tour et découvrent qu'ils ont maintenant une ferme légitime. Le dryade ogro qu'ils ont rencontré a emménagé aussi et même monté de niveau. Leur ranch est plein de leurs familiers et le bloc résidentiel montre qu'ils ont beaucoup de nouveaux amis. Ils ont même des chats qui parlent maintenant. Pas les meilleurs au combat, mais sacrément habiles avec leurs pattes. Et n'oublions pas à quel point tout le monde les trouve adorables. Juste à ce moment-là, la panique s'installe quand Seigi arrive pour annoncer que Gabji vient d'être hospitalisé. Ogro se précipite car le temps est compté pour le vieux gobelin. Ils disent à Gabji de ne pas trop parler mais il insiste car ce sera sa dernière chance. Ogro présente Gabji à ses petits-enfants et Gabji n'en revient pas que le petit Ogro qu'il tenait autrefois dans ses bras est maintenant une grande famille à lui. Il plaisante un moment, mais Ogro a quelque chose d'important à partager avec Gabji avant de partir. Ogro annonce qu'il est un lord apôtre maintenant, alors il va adopter le nom Oporyu. Ogrokichi est maintenant Minakichi et Dami est maintenant Kanami. Tout le monde est super content de ces nouveaux noms, mais Minakichi prédit qu'il aura bientôt besoin d'un autre s'il monte encore de niveau. Gabji taquine Oporu pour avoir trouvé des noms aussi basiques, mais tout le monde lui rappelle que c'est lui qui a inventé tout le système de nommage. Gabji n'arrive pas à croire qu'un de ces petits gobelins soit devenu un seigneur apôtre. Il a vécu une longue vie et il est heureux d'avoir pu être témoin de quelque chose d'aussi incroyable juste à la fin. Gabji s'en va et Oporu lui dit de reposer en paix maintenant. Et alors qu'ils mettent Gabji au repos, Oporu pense à quel point Gabji n'était qu'un jeune homme à peine dans la vingtaine. Les gobelins n'ont pas vraiment une longue espérance de vie, mais Oporu sait que tant qu'il reste avec son équipe, les gens qu'il aime, il peut profiter au maximum de sa deuxième chance dans la vie. En l'honneur de Gabji, Oporu annonce que c'est le moment pour le tournoi de combat impressionnant de la Parabellum Mercenary Company. Tout le monde est comme « Génial, ça a l'air super !» Même les enfants d'Oporu veulent participer à l'action. Les règles sont simples, combattez sans armes, et le combat se termine lorsque quelqu'un abandonne. Blesser sérieusement quelqu'un est totalement interdit et entraîne de lourdes conséquences. Les gagnants ont eu une chance de progresser dans l'entreprise, alors Oporu leur dit de donner le meilleur d'eux-mêmes. Kanami, qui a monté de niveau, avertit Spelly qu'elle est maintenant à un tout autre niveau de force, mais Spelly explique qu'elle a aussi appris beaucoup de nouveaux sorts. Il déchire tout lors d'une bataille épique qui laisse la destruction dans son sillage. Les humains roux s'affrontent aussi et Earthy et Bloodzado se battent. D'autres participent à l'action, mais Hopfu semble s'amuser le plus de tous. La foule est en délire car il est temps pour Oporu d'affronter Minakichi. Minakichi révèle qu'Oporyu était la raison pour laquelle il avait tant progressé. Il exprime son respect à Oporu, mais Oporu ressent la même chose. Ils ont parcouru un sacré bout de chemin ensemble et Minakichi déclare qu'il va gagner ce combat pour dépasser le niveau d'Oporu. Oporu adore ça et ils se précipitent l'un vers l'autre. Leurs attaques violentes se percutent, libérant une explosion de puissance qui secoue le sol et un peu plus tard, ils se retrouvent incapables de bouger. Voici comment le tournoi se déroule. Oporu prend la première place avec Minakichi en deuxième, Kanami en troisième et Earthy en quatrième. Bloodzado prend la 5e place et Spelly se retrouve en 6e position. Le reste de l'équipe suit le mouvement, mais Oporu n'est pas vraiment surpris par les résultats. Les jumeaux préparent à manger pour tout le monde et même les enfants d'Oporu sont épuisés, complètement à plat. Oporu observe tout le monde et se sent très fier de voir à quel point ils sont tous devenus plus forts. Ils ont tellement grandi et cela apporte plus de joie qu'une première place ne pourrait jamais en apporter. Le jour 127, Ruberia rencontre Oporu et il lui dévoile son tout nouveau nom. Oporu est complètement ébranlée lorsqu'elle lui dit qu'elle veut l'embaucher à nouveau, mais elle explique que la prochaine tâche ne sera pas une énorme épreuve. Oporu n'est pas dupe parce qu'il connaît Ruberia par cœur et se dit qu'elle est certainement en train de préparer quelque chose. Et ce n'est pas qu'une simple supposition non plus, car il a reçu quelques détails de ses répliques, mais ils ne sont pas très clairs. Ruberia révèle qu'elle veut exposer Oporu dans tout le royaume, parce que plus de renommée serait un atout majeur pour son équipe. Oporu a vu cela arriver parce que Ruberia sait comment exercer son charme sur lui. Il décide de mordre à l'hameçon et accepte de l'écouter. La prochaine chose que vous savez, Oporu et son équipe Parabellum sont tous habillés et prêts à partir pour la capitale royale. Oporu s'est inscrit pour le travail à cause de la grosse récompense, mais il ne savait pas que cela prendrait une ampleur bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Merci de regarder, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite,